Bonjour à tous, c'est Lucas-Fille. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Alors aujourd'hui, j'espère que tu as prévu tes mouchoirs, parce que nos auditeurs aussi, parce que nous allons débriefer sur Goodbye My Princess. Et on va dire que ça fait du bien de retrouver un niveau de souffle épique, romantique, torturé, comme on ne voit plus depuis le grand Hollywood pratiquement des années 40. Et on aimerait bien qu'ils nous refassent ça, parce que en fait, il y a une vraie demande. Donc si vous pleurez sur Internet ou sur les réseaux sociaux sur le fait qu'à Hollywood, ça manque de nous raconter des grandes histoires d'amour où tu chiales, où tu cries, où tu t'embrases pour des personnages et des histoires, et ben encore une fois les gars, ou les filles d'ailleurs, faites votre emplette chez les dramas chinois, parce que celui-là on vous garantit que vous allez vous retrouver dans du Autant n'emporte le vent, du Dr Zhivago, enfin les grandes références qu'on cite toujours sur les souffles épiques hollywoodiens et les grandes histoires d'amour complexes. Et vous vous doutez bien qu'avec un titre comme Goodbye My Princess, ça finit pas très bien. Au moins là-dessus, on peut vous l'annoncer d'office. Mais la fin est satisfaisante, on y reviendra dans la partie spoil. Et je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que c'est un drama qu'on a beaucoup, beaucoup aimé toutes les deux. C'est un drama qui te quittera pas. Moi, je pense qu'une fois que tu l'as vu, tu me diras toi, parce qu'Aurélie, elle en sort, alors vraiment limite à peine. Ouais. Elle vient de poser sa télécommande, elle vient de poser ton ordinateur, elle a à peine eu le temps de sécher ses larmes. Bon, moi, j'avais regardé au tout début de ma grosse addiction de drama chinois, alors que je venais à peine de me remettre de ma dépression de l'ascension de Skywalker. Et donc, c'était, ça fait quand même plusieurs mois. Et ben, je n'ai jamais oublié aucune scène, même si des fois, j'avais du mal à me souvenir que c'était dans cette série. Mais en fait, il y a une succession de moments iconiques et de scènes qui sont vraiment bien fichues. Enfin, c'est bien écrit. Le scénario est somptueux. On devrait parler du fait que c'est une adaptation d'un bouquin. Les acteurs sont phénoménaux. Ils n'étaient pas très connus. Ce ne sont pas des acteurs très connus, en tout cas pour les personnages principaux, pour les deux leads. C'était des jeunes acteurs, des très jeunes acteurs même. Et alors, les décors et les costumes, on va pouvoir en parler. Alors, les décors, on va être mitigés sur les décors. Certains, en tout cas. Les décors naturels valent vraiment le coup d'œil. Là, Aurélie, tu guettais ça. Ah les oui. costumes, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de costumes porn. Je pense qu'on va pouvoir le faire. La musique, punaise, mais moi, à chaque fois que j'entends le thème, je chiale, mais ça aussi, on va en reparler. Et donc, vraiment, cette série-là, c'est for life, une fois que je pense qu'on peut pas l'oublier. Elle est vraiment à hisser aux grandes réussites scénaristiques que tu peux voir ces dernières années, et j'ai envie de dire ces dernières décennies. Ah, pour moi, elle s'est hissée au niveau de The Rise of Phoenixes à bien des égards. Même si j'ai encore une petite préférence pour certains aspects de The Rise of Phoenixes, il y a énormément de choses qui m'ont vraiment passionnée dans Goodbye My Princess. La production, comme tu l'as signalé, est magnifique, la photographie est magnifique. Tout le premier arc se passe dans le pays des steppes. Donc moi, des mecs avec des tresses qui vivent dans des yourtes et qui montent à cheval, autant vous dire que c'était Noël, quoi. J'étais aux anges, j'en ai pris plein les mirettes. Ensuite, on bascule sur une intrigue plus de palais, comme on a l'habitude dans les studios où ils filment quasiment 95% de leur drama historique. Mais l'intrigue et les costumes, c'est suffisamment prenant pour qu'on peut plus lâcher l'histoire, en fait. Et on a des personnages qui sont campés par de très bons acteurs, tu l'as dit. Alors notamment le triangle de tête et surtout le principal couple qui sont... Enfin, ils avaient un poids énorme sur les épaules, surtout le personnage masculin, j'ai envie de te dire. Même si elle est irréprochable dans toutes les facettes et les nuances que peut avoir le personnage féminin, mais c'est du caviar. Donc franchement, passez pas à côté, c'est vraiment un très très beau drama qui vous laissera en vrac, mais aussi vous en aurez pris plein les yeux, plein le cœur. Ouais. Par rapport au genre, moi je me rappelle que je te l'avais vendu comme ça et je vais le maintenir comme ça par rapport à ce que j'ai déjà vu. On peut dire que ça marie les meilleurs tropes ou les meilleurs aspects, on va dire, à la fois de Rise of Phoenixes et de 10 Miles of Peach Blossoms, en fait. C'est-à-dire que bien que ce soit pas une histoire fantastique, c'est une série historique. Alors historique, on se comprend. C'est-à-dire qu'au niveau des costumes et des décors, on a une ambiance empire, dynastie Tang. Donc c'est une dynastie qui est entre 600 et 900 après Jésus-Christ. Où il y a les plus beaux costumes. Vraiment, c'est l'époque de la route de la soie, du début de... Enfin, c'est vraiment un âge d'or de la civilisation chinoise avec le moment où le thé est vraiment devenu hyper répandu. Et ces aspects historiques-là, on les retrouve en fil rouge d'ailleurs, en filigrane dans la série.
série, ils sont présents, toutes ces questions-là. Et bien que voilà, ce soit ancré historiquement, il n'y a aucune vérité historique dans cette histoire. Hein. C'est bien de l'histoire romancée avec des personnages qui n'ont pas existé, et bien qu'on puisse imaginer que de genre de bataille et de problèmes de course à l'héritage, enfin voilà, de royaumes combattants, voilà, c'est toujours la même chose, hein, c'est... Ouais, et puis les conflits entre les civilisations, parce que c'est aussi un des aspects qui est important, c'est-à-dire le choc culturel entre tu l'as dit, donc les royaumes des steppes, c'est-à-dire les royaumes de l'Ouest, et puis le royaume de l'Est, c'est-à-dire l'empire des Li. Ils ont repris bien le nom de la dynastie qui a fondé la dynastie Tang, c'est-à-dire c'était les Li à l'origine qui avaient fait ça, et donc on est chez les Li. Et de l'autre côté, on a effectivement un autre royaume qui est le royaume, alors eux, leur nom c'est Chu, donc où tu as plusieurs d'ailleurs royaumes, puisqu'il y en a deux, tu as à la fois celui de l'héroïne, mais il y a également son grand-père qui vient de Danchu, qui est un petit peu différent, qui est plus sauvage, nomade, on va dire, peuple nomade. Ouais, c'est ça. Alors que Jishu, le royaume de la famille du père de l'héroïne, ils se sont sédentarisés, ils ont une capitale, etc. Là où la capitale de son grand-père, donc maternel, le roi de Danchu, n'arrête pas de bouger, ce sont vraiment des peuples nomades. Ouais, ce qui rend d'ailleurs, c'est un enjeu d'ailleurs au début, c'est-à-dire la difficulté à trouver le roi et sa cour ou son armée, puisqu'ils sont sans arrêt en train de se déplacer et seuls les initiés peuvent le trouver. À toute la première partie, vous avez des décors de montagne, des décors de désert, c'est sublime. On est en décor réel, oui, c'est vrai. En décor réel, oui, il y a une bonne partie de la production qui s'est faite en décor réel. Il y a eu un vrai désir d'alimenter le souffle épique, l'ambition épique de cette production. Ils se sont vraiment donné les moyens et ça se sent, et l'histoire est d'autant plus savoureuse. Ouais, c'est du porno, pas que pour les costumes. Les moyens en question, je crois que c'était 200 millions de yuan le budget, c'était un gros budget. Ils ont tourné sur 6 mois en 2018, donc pour une fois ils sont pas que à faire de la buée, parce que ça n'a pas été tourné qu'en hiver, donc tu sens qu'effectivement ça change dans les décors, hein. Alors c'est une série qui date de 2019, alors que vous pouvez trouver sur YouTube, parce qu'encore une fois Netflix nous fait chier à pas nous sortir toutes les séries chinoises. Netflix, vraiment, sort tes séries, ce serait bien, parce que tu le fais dans les autres pays. Et donc, c'est une série que vous pouvez trouver soit avec 52 épisodes, soit avec 55 épisodes, parce qu'il existe une version Director's Cut. Alors, je crois que toutes les deux, on a fini quand même sur la version 55. Moi, d'entrée de jeu, c'est celle que j'ai regardée. Je m'attendais à 52 épisodes, puis avec ma femme, parce qu'elle a fini par regarder avec moi, on était là, je fais, mais c'est pas fini, en fait. Mais non, en fait, il y en a 55, on peut plus s'arrêter comme ça. Tant pis, on se couche à pas d'heure, mais on regarde. Et on a fini évidemment en vrac à l'heure de se coucher. Et il y a même un épisode spécial dont on parlera plus tard, mais qui n'est pas indispensable et qui n'est pas important pour l'histoire, mais ils avaient fait une featurette après qu'ils avaient laissé pour les fans de la série et qui ouvre de nouvelles perspectives. Voilà. Tu l'as dit, il y a 3 arcs. Donc le premier, qui est la période à l'ouest, hein, ça commence à l'ouest dans le royaume de la jeune fille, enfin dans son environnement naturel. Ensuite, on a le deuxième arc qui est cette fois dans le monde du garçon, donc qui est plutôt dans les empires, dans les intrigues de palais, comme tu l'as précisé Aurélie, où on est dans le format classique des intrigues du prince héritier. Et puis alors le troisième arc qui reste au même endroit, mais qui alors là c'est bienvenue dans le monte à bord dans le train de la souffrance, hein. Ça c'est sûr. Et on peut d'ailleurs dire, pour reprendre la célèbre phrase de Dante, que n'importe qui entre dans cette série, on leur dit tout de suite, abandonne tout espoir, hein. Mais tu ne vas pas te retrouver en enfer, tu vas vraiment te retrouver dans le paradis de l'exquise souffrance, mais également de la beauté et on l'a dit, hein, du souffle épique, hein. Donc en fait ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir mal en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et faut pas passer à côté, encore une fois. Donc c'est à l'origine un roman, qui a été traduit, c'est un roman qui a été traduit, donc un roman de Fei Wo-sun, ce sera écrit. Qui est très prolifique, hein. Elle a écrit 18 romans, dont 10 ont été adaptés en drama. Alors sa spécialité, c'est quand même de faire des fins dégueulasses. C'est quand même que ça se termine pas bien, ces fins, voilà. C'est quand même... c'est très bien. Moi j'avais commencé à le lire, j'ai lu dans des grandes lignes, et alors le problème c'est qu'on lit évidemment en traduction anglaise, donc ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est fait par des bénévoles et pas par des traducteurs officiels, donc parfois il y a des petites erreurs grammaticales, des erreurs de
syntaxe ou des choses comme ça. Mais par contre, ça se lit très bien et bon, du coup, la structure narrative, elle est un peu différente de celle qu'on a dans l'histoire, mais ça reprend plusieurs aspects et la fin est légèrement différente aussi, j'en reparlerai après, on n'a pas parlé tout de suite. Donc l'autre nom d'ailleurs du drama, qui est le titre du roman, c'est le Palais de l'Est, Eastern Palace, puisque c'est l'endroit que cherche à obtenir, c'est le fief du prince héritier, normalement. Le Palais de l'Est, c'est celui qui est attribué au prince héritier, donc c'est le lieu de toutes les convoitises pour les frères de l'Empire de Li. Sur les acteurs, donc on a Pang Tia-Oren, alors qui est une jeune actrice, elle n'avait pas forcément fait grand-chose avant ou après, elle a gagné énormément de prix pour ce drama. Et face à elle, 6 ans plus jeune d'ailleurs, Oliver Chen, donc pareil, tout jeune acteur, il avait 22 ans lors du tournage, et alors je le souligne parce que vraiment la maturité de cet acteur. Fou. Tu te rends compte ? Ah ouais. 22 ans. C'est un personnage 30. de... Ah mais ouais, mais le personnage est ultra complexe et c'est vrai qu'il y avait quelques inquiétudes quand tu vois les making-of sur la capacité de l'acteur justement à interpréter ce personnage, qui est vraiment un personnage hyper bien écrit. Si vous aimez les belles histoires, il y a vraiment de quoi fouiller. Rien que pour lui, j'ai envie de revoir la série. Rien que pour lui. Ah ça a été... En plus, c'est un personnage qui a été ultra controversé sur la toile, qui a reçu beaucoup de haine et de questions, et également qui est assez fan. Alors moi, je vous le dis tout de suite d'entrée de jeu, je suis une grande fan, et plus je regarde la série et plus je lis, plus j'aime ce personnage. Ah, il est génial. Même si il est génial, ce personnage. Il suscite quelques questions. Et donc cet acteur, en plus, quand tu le regardes dans les making-of, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire à l'avenir parce que voilà, il est phénoménal là-dedans. Quand tu vois les making-of, tu vois qu'il était vraiment dévoué à son rôle. Il est HS en permanence, que ce soit pour des scènes de combat où il refait un nombre de fois et après il est en position latérale de sécurité, ou à la fin du tournage d'ailleurs, où il a pleuré pendant au moins ça a semblé des heures dans les bras du réalisateur et de sa partenaire. Et pour certaines scènes qui étaient quand même émotionnellement difficiles, tu vois qu'il était en vrac à chaque fois, quoi. Il a vraiment tout donné pour ce rôle et quelle belle performance. Et c'est scandaleux qu'il n'ait pas eu de prix parce qu'il a été nominé pour plein de trucs. Non, elle a eu des prix, mais pas lui. C'est honteux, hein. Mais bon, il est au tout début de sa carrière et voilà, on lui souhaite que du bonheur parce que moi, il m'a impressionné, quoi, dans ce rôle. Et on vous dit tout de suite le surnom qu'on avait trouvé pour ce perso qui va nous permettre de rajouter un prince à notre galerie de numéros. Ouais, parce qu'en fait, comme il s'agit du 5e fils de l'empereur, donc c'est le 5e prince, et on l'a baptisé Chanel, parce que c'est le numéro 5. Voilà. Ça allait plus vite à écrire dans le live stream que Li Xiangyi. Chanel. Donc, c'est notre Chanel. C'est la classe. Et ouais, parce que c'est un classique instantané, quoi, ce personnage. Vraiment, je vous le conseille. Hein. Vous pouvez pas l'oublier. Il a deux noms, on va aller tout de suite les placer. Soit c'est Li Xiangyi, donc c'est sa vraie identité, et à un moment il se retrouve à endosser une autre identité qui est celle de Gu Xiaowu. Donc voilà, on les a placés, mais nous on va l'appeler Chanel pendant le reste du temps. Ouais. Et le 3e larron, le ah bah lui, j'ai pas retenu. Oui, c'est Shifu. Mais j'ai pas noté son nom. Moi, j'ai trouvé moins. Il est très bien l'acteur, mais il m'a moins tapé. Peut-être parce que j'ai tellement détesté ce personnage que j'ai. Ah oui, ça va falloir qu'on en parle aussi. Mais on va quand même le placer parce qu'il fait très bien il joue très bien son rôle. Et, oui, il est parfait dans son rôle, mais le rôle est assez compliqué aussi, pas pour les mêmes raisons que celui de Chanel ou de l'héroïne, mais ouais. Ouais, les personnages secondaires aussi, toi ta chouchoute. Ah, Adou, l'espèce de garde du corps de l'héroïne, elle est top, elle est super choupie. Vive Adou. Adou, pousse la nana et moule le café, voilà. Et t'as le roi aussi, le roi Tomur, moi j'aime bien le grand-père. Puis alors aussi mention spéciale parce qu'on parlait des, bon on va en reparler après peut-être des costumes, mais juste au cas où, je veux pas l'oublier, mais la mère, hein, enfin la reine, l'impératrice au maquillage improbable. Ah bah ouais, alors là, c'est historiquement correct, hein. Il y a une époque où on se maquillait comme ça, mais c'est vrai que ça lui donne un air perpétuellement écarquillé, un peu clown. Moi je l'avais surnommé Bozo. Mais, bon, on la prend quand même au sérieux parce que vous vous doutez bien que c'est une impératrice, il y a une chance sur une que ce soit une bitch de service. On a une galerie des garces, hein, comme dans toute intrigue de palais qui se respecte, mais il n'y a pas que des garces, il y a des gros bâtards aussi.
reviendra. Toujours. Il est très bien en empereur reconnu, aussi, celui-là. Ah oui, puis c'est un empereur intéressant, celui-là. Hein. Il est complexe. Hein. Ah oui, c'est quand tu crois que t'as cerné le personnage, t'avances dans l'histoire, tu dis non mais c'est pas vrai. Et vraiment, restez-vous cramponnés à votre siège et essayez de rien perdre jusqu'à la dernière minute de l'intrigue parce que vous allez vous faire retourner le cerveau sur les derniers épisodes. Hein. Ah, mais c'est des personnages avec des dimensions, hein. Limite, t'as envie d'investir dans un téléviseur ou un ordinateur en 3D parce que c'est vrai que pour le coup, t'as la vraie dimension sur chaque personnage. Puis chaque fois que tu le revois, tu vois des nouvelles choses. Hein. C'est là que tu vois que t'es sur une bonne histoire. C'est-à-dire que plus tu la vois, plus tu l'apprécies. Comme un bon vieux cassoulet. Mais il y a nos chouchounous, les deux vieux, là. T'as la vieille grand-mère, l'arrière-grand-mère douairière, elle est géniale. C'est Denise Gray dans La Boum, quoi. Ah ouais. Oui, la mamie. Ah ouais, elle est bien. Oui, parce qu'alors, faut qu'on le dise aussi, vous allez morfler grave, hein, mais qu'est-ce que vous allez rire aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière. Tu vois, quand on parlait des arcs, le premier arc est ultra lumineux, se termine dans la noirceur la plus totale. Le deuxième, qui est un plus sombre, pareil, a des moments de grande lumière, avant de se terminer dans la noirceur la plus totale. et dans le dernier, t'es dans la noirceur la plus totale. Il y a quasiment plus de rayons de lumière. C'est full dose, quoi. Là, tu demandes qui c'est qui a coupé l'électricité. T'as pas payé les factures. Mention spéciale aussi à mon faux éclopé préféré, là, le Premier ministre Gao, qui est doublé par un mec qui a une voix grave, mais qui donne une dimension au personnage qui est déjà bien tordu. Mais la voix du doubleur, franchement, elle est top. Ouais, bon, c'est pas Yerwa non plus, hein, vous emballez pas. Alors, non, c'est pas de ce côté-là. Il va sûrement pas vous donner des palpitations, mais pour donner une dimension supplémentaire au personnage, il a une voix super méga grave, etc. Comme les basses, un peu ceux qui font les rôles maléfiques à l'opéra, qui ont des basses magnifiques, et bah voilà, c'est exactement ça. Mais pendant que tu parles des voix, je tiens à dire, parce que j'ai mentionné que les chansons étaient envoûtantes, hein, vraiment. Oui. Les chansons là, dans cette... Il y en a 3 qui sont mémorables à un niveau de dingue. Hein, la chanson du renard et de la bergère, donc, qui est un thème récurrent, qui est hyper important et qui est bien exploité thématiquement encore une fois. T'as la chanson du générique, donc qui est un duo, qui est le thème romantique, qui est chanté par les acteurs. Ah, je savais pas. C'est eux qui chantent, c'est eux. Tu peux voir le clip où tu vois le making of où ils sont tous les deux en train de chanter, ils sont pareil à fond dans leur truc. Et t'es là, mais purée, mais qu'est-ce qui est exactement ce que tu viens de dire. Mais ça, en plus, elle est hyper dure à chanter, hein, parce que je peux te dire que moi, quand j'essaye de la brailler dans ma voiture, les vitres tremblent. Hein. C'est une horreur. Ça monte super haut et tout. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Et alors, il y a aussi une autre chanson qui est une chanson par une femme là. Alors je sais pas si c'est l'actrice qui la chante parce qu'après tout c'est peut-être probablement elle, qui s'appelle Love War, hein, donc sur parce que c'est vrai que c'est une histoire d'amour et de haine, hein, donc on vous dit tout de suite, hein, au niveau du c'est très complexe, mais c'est pour ça qu'on l'a tellement aimé. Et parce qu'on n'arrive pas à distinguer entre l'amour et la haine. Donc si vous êtes comme nous, bienvenue, entrez, faites-vous plaisir, installez-vous, mettez vos pieds sur la table, votre cul sur le canapé, et profitez du spectacle. Gardez vos Kleenex à portée de main et voilà. Donc ouais, c'est eux qui font la chanson et c'est trop beau et c'est magnifique. Et je m'étais même pas rendu compte que c'était eux en fait avant très récemment, et ça te fait encore plus apprécier le fait que c'est un duo d'amour et les paroles sont encore une fois très bien écrites. Quand on s'intéresse à la traduction, toutes les thématiques sont respectées et c'est sublime. C'est un des points forts de la série d'ailleurs, c'est-à-dire que tout est bien ficelé, vous n'allez pas vous retrouver avec des bouts d'intrigue qui pendouillent. Il y a une fin satisfaisante, ou à tout du moins logique, à tous les arcs, toutes les intrigues sous-intrigues qu'on nous propose, des résolutions de personnages qui sont vraiment bien aussi, et au niveau de la symbolique, des choix des costumes, des couleurs, de certains plans, la comptine, pareil comme tu as dit, qui est en filigrane comme ça, tout est pensé de A à Z et extrêmement bien ficelé, c'est ce qui rend la chose aussi satisfaisante et qui renforce son côté épique aussi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme à la fin de Princess Agents en train de se dire où est la saison 2. C'est sûr que là, tu sors, tu te dis ok, on m'a régalé, on m'a nourri, maintenant je vais aller vomir et pleurer. mais voilà, c'est vrai que comme tu as dit, c'est satisfaisant parce que tu as vraiment l'impression d'être allé au bout de l'aventure des personnages, de leur initiation et de leur destinée. Hein. Ouais.
Ouais, carrément. Et ouais, tu as parlé de la photo qui est sublime, mais alors oui, on va dire tout de suite un gros point pour le réalisateur qui est aussi qui a pas forcément fait grand-chose. Donc, je vais guetter ses prochaines productions, ça s'appelle Lee Moo-ge, auquel je prête un beau regard féminin sur ses personnages également et sur son histoire, parce qu'il y a quand même un soin dans les détails, dans la manière de s'intéresser au parcours d'une héroïne. Et là aussi, c'est un point intéressant parce que c'est pas l'héroïne badass à la Chu Chao. On a beaucoup discuté, Aurélie et moi, de cette héroïne parce que elle peut être effectivement abrasive pour certaines personnes au début qui vont la trouver un peu concon, un peu... Mais en fait, non, je trouve que c'est un très beau personnage d'héroïne. Il faut savoir, et tu le sais en lisant le roman, que normalement, c'est toujours le problème d'adaptation, normalement, elle a 15 ans au début de l'histoire. Elle a 15 ans et se finit l'histoire, elle en a 18. Mais je crois que c'est dit, un petit peu les choses dans la série. Qu'à la fin, elle a 18 ans et le prince en a 20. Que forcément, Oui, alerte à la cruche dans les premiers épisodes, mais persévérer. Moi, au début, elle m'a tapé sur le système, mais elle a une évolution de dingue. Forcément, elle va pas rester comme ça pendant toute la série. Et c'est un personnage qui, par ailleurs, est extrêmement généreux, pleine de joie de vivre, qui voit pas le mal dans les autres, qui a du caractère, c'est pas une carpette, mais à côté de ça, elle va pas vous faire des trucs de ouf avec des arts martiaux, c'est bien pour ça qu'elle a Hadou et des gardes du corps et des machins pour la protéger, parce que c'est une princesse, mais c'est pas une guerrière, quoi. Et ça, c'était rafraîchissant aussi. Il y en a marre de ces nanas qui savent tout faire. Elle fait d'autres trucs de ouf, en fait, parce qu'elle a un certain courage, et puis elle fait avec ce qu'elle peut, et c'était plus réaliste aussi, parce qu'elle est pas en train de sauter. Même si des fois, elle a quand même droit à des grappins pour des raisons diverses et variées, dont on va en parler. Ouais, je trouve que c'est un très beau portrait d'héroïne, justement, à remettre en contexte, dans un contexte historique qui est ce qu'il est. Donc, on va pouvoir parler de la condition féminine également, parce que la question de la voix féminine et des choix qui sont possibles pour une femme sont extrêmement importantes dans cette histoire. C'est-à-dire que tu les vois bien toutes se débattre avec le peu de marge de manœuvre dont elles disposent dans un monde d'hommes, a fortiori quand elles sont enfermées dans un harem. Ça, on l'avait déjà évoqué pour The King's Woman, par exemple. Là, vous avez un cas un peu similaire dans le sens où Xiao Feng, donc l'héroïne, elle a mené jusqu'à ses 15 ans une vie assez libre. Papa, maman l'a laissé faire quasiment tout ce qu'elle voulait. Elle était assez pourri gâtée. C'est une fille gâtée. Par son grand-père. Elle cavalait dans la steppe. Voilà, c'était... Et puis, du jour au lendemain ou presque, il a fallu qu'elle s'habitue à une vie de restriction. Il y a un côté un peu Sissi aussi, Sissi impératrice. Il faut qu'elle apprenne l'étiquette de la course. Elle a fait chier. Les études, c'est pas pour elle. C'est pas un bas bleu non plus. On vous arrête tout de suite. Elle a plein d'autres qualités. Elle a surtout l'intelligence du cœur, mais c'est pas une érudite, quoi. C'est pas son trait principal. Et elle est un peu entre Sissi et Marie-Antoinette, mais avec le même problème, si tu veux, que ce qu'ont eu ces deux héroïnes qui ont tellement marqué les enfances de toutes les filles qui regardent peut-être notre émission et qui nous ont marqué, nous, si tu veux. On a grandi avec ces héroïnes-là. C'est-à-dire, c'est vraiment le fait que tu prends... c'était le problème de toutes ces princesses à l'époque, qui étaient mariées dans d'autres cultures et dans d'autres pays. On les envoyait toutes jeunettes et elles se retrouvaient comme ça, la petite grenouille jetée dans la bassine bouillante, à devoir se démerder avec des cultures qui n'étaient pas les leurs. Et c'est un peu une Marie-Antoinette qui épouserait non pas un Louis XVI, mais un Talleyrand, quoi. Ouais. Et faut faire un peu avec. Ou effectivement, Sissi qui épouse son François-Joseph, parce que oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire cette atmosphère compassée et d'un homme qui va aimer toute sa vie sa femme sans la rendre heureuse, en fait, parce qu'il peut pas, parce que c'est un monde... il est dans le monde politique. D'ailleurs, elle a l'équivalent d'une tante Sophie sur le dos, puisque c'est la mère de l'empereur, du prince, pardon, l'impératrice au maquillage improbable, la Beach One. C'est vrai que t'as raison, elle grandit vraiment comme une Sissi, protégée par ses parents et vivre dans la nature, parce qu'on la voit au début vraiment avec son cheval, avec son petit cheval rouge, elle a son poney, elle a son truc, elle a son maître, et elle vit complètement insouciante. Elle se pose pas de questions de géopolitique, de machin, elle s'en fout, elle aime boire, elle aime manger, elle aime faire la fête, elle aime courir, elle aime partir au galop sur son cheval, essayer d'attraper des lucioles, enfin voilà, sa vie c'est ça, et puis malheureusement pour elle, ça bascule. C'est une princesse. drastique. Voilà, c'est une princesse, ça devient une princesse. Donc elle a
elle n'a pas de choix, elle est obligée de servir de monnaie d'échange pour éviter les conflits entre deux nations qui se font la guerre et qui sont ennemies. C'est ça. Et donc tu fais des mariages, des alliances politiques. Et là, c'est là qu'on voit que c'est pas une carpette, parce qu'effectivement, la première fois qu'on lui dit tu vas devoir épouser l'empire de Lee, la première chose qu'elle fait, c'est non, je me barre. Salut. C'est une carpette, hein. Salut, fuck off. Cassos. Bye bitches. Donc elle est quand même assez courageuse, elle demande à son chifou pour qui elle a un crush. Voilà, un béguin d'adolescente. D'adolescente fois, pour son maître. Exactement. Voilà, c'est rien de... Elle lui dit tiens, emmène-moi et puis on va se sauver et puis on va courir le monde tels deux joyeux lurons. Bon, ça se passera pas pareil parce qu'en fait, on peut le dire d'entrée de jeu, cette fille-là va avoir une vie de merde jusqu'à la fin, que pas une personne dans son entourage ne va la respecter, lui dire la vérité et alors sous prétexte de faire les choses pour son bien, la protéger. Et alors c'est dire vraiment pour ça qu'on a une grande question sur la voix des femmes et la capacité d'expression féminine et le fait d'avoir ton libre arbitre quand t'es une femme. C'est-à-dire que tout le monde sait mieux qu'elle ce qu'il faut pour elle en fait. Et puis les dés ont été pipés dès le début et tout le monde lui a fucké sa vie en fait. La pauvre fille... Le peu qu'elle essayait de faire avec les informations dont elle disposait, ça pouvait pas marcher puisque de toute façon, le plus gros de ce qu'elle aurait dû savoir lui était caché, aussi bien par des gens qui voulaient profiter d'elle que par des gens qui l'aimaient sincèrement et qui voulaient la protéger d'un certain nombre de réalités trop difficiles pour elle. Alors voilà, on est en train de se creuser la tête avec Aurélie pour vous dire ce qu'on n'a pas aimé et en fait, on n'a rien pas aimé. Voilà, il n'y a aucune critique à faire, rien, il n'était pas trop long. Il y a quelques incrustations un peu dégueulasses, mais c'est pas de la CGI pourrage non plus. Non, c'est globalement... Vous nous faites ça tout pareil, ça nous va très bien. Ah si, bémol sur un décor. La salle du trône dans le pavillon de l'Est, dans le pavillon du prince héritier. Oh, punaise. Ah non, mais pas seulement, parce que t'as celui du roi qui lui fait écho, celui de l'empereur, t'as la pyramide dans les deux sens, là. C'est des espèces de colonnes d'inspiration asiatique évidemment, avec des plafonds comme des plafonds à moukarna, donc en bois ouvragé comme on peut trouver dans le monde musulman aussi, et ça pique les yeux, mais d'une fois. Ah là tu t'es dit ils ont trop carrelé. Oh la vache. Il y a quelqu'un qui était à fond dans le carrelage, je sais pas s'ils ont fait. Mais la migraine ophtalmique, on l'avait jamais vu ce décor dans une autre production. Pourtant ils ont tourné dans le palais qu'on connaît par cœur maintenant, qu'on voit dans presque toutes les productions de drama chinois. Mais là, s'ils l'ont fait exprès pour l'occasion, les gars, vous auriez mieux fait de... Non. Ils l'ont fait exprès pour l'occasion, parce que je te confirme, je l'ai vu nulle part ailleurs. Oh là, quelle horreur. Ouais, ce serait mon seul bémol, c'est la migraine ophtalmique quand les scènes sont tournées dans ce décor-là. T'as raison. Mais en plus, c'est vrai qu'elle semble pas pratique, cette salle du prince héritier, avec sa flotte, là, en plus. Il y a une espèce de bassin. Il n'y a même pas de poisson rouge dedans. Mais c'est vrai que ces salles-là, en même temps, elles sont mémorables. Mais t'as l'impression d'être dans Darling Invincible ou dans Krull, là, tout d'un coup. Et par contre, ils l'ont pensé, parce que c'est vrai que la salle de l'empereur, c'est le reflet de celle-là, puisque c'est... La pyramide est dans l'autre sens. Ouais. Donc on a l'impression que t'as vraiment la complémentarité entre le statut de prince à empereur. Et pour résumer la problématique, on va dire, du prince héritier, il explique très tardivement que le plus difficile, c'est de devenir prince héritier. Ouais. Une fois que t'as été confirmé comme prince héritier, t'es dans l'escalator pour l'empereur. Non, mais une fois que c'est confirmé que t'as éliminé tous tes rivaux et tous ceux qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues et te chercher des poux dans la tête. Et une fois que t'es empereur, à la limite, ta vie est relativement simple, entre guillemets, c'est pour ce que ça veut dire. Mais le prince héritier, lui, il est sans arrêt en train de marcher sur des œufs et sur un siège beaucoup plus éjectable, finalement, que... Beaucoup plus. D'ailleurs, il y en a plusieurs, des princes héritiers. Qui ont éjecté. Oui, voilà. Sinon, c'est pas un drama chinois. C'est que deviennent les valses deviennent, pour rester dans Sissi, et les princes héritiers. Et donc, du coup, c'est vrai que du coup, ça t'amène à être un fin stratège, entre guillemets, qui fait que, si t'as choisi d'être prince héritier, peut-être il faudra faire des sacrifices sur d'autres aspects de ta life, mais en même temps, c'est marche ou crève, c'est-à-dire que, comme tu dis, c'est vraiment un siège éjectable, donc t'as des ennemis partout.
partout et tu dois jouer comme avec notre jeu d'échecs habituel, 2, 3, 4, 5 parties d'avance avec des adversaires et des partenaires qui sont pas toujours au courant de ce que tu leur réserves et de ce que tu prépares et s'ils sont des alliés ou des ennemis. Et ça va faire beaucoup de dégâts et de dommages collatéraux. Ouais, c'est ça. Beaucoup. C'est plus un jeu d'échecs, c'est les dominos, quoi, à un moment. À part cette salle du trône, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'a pas aimé? Non, je vais vous me creuser la tête, je vois pas. Tu pourrais dire qu'il y a la CGI, la seule CGI qui est un peu ratée, c'est celle qu'on voit dès le début et qui peut faire penser que tu pars peut-être plus sur un aspect fantasy 10 Miles, c'est-à-dire cette fameuse rivière de l'oubli qu'on voit dans la scène d'ouverture, qui en fait, du coup, amène un flashback qui fait que tu fais un rattrape après cette scène et qui, sonne bien faux, hein, c'est sûr, mais c'est pas grave parce qu'il y a un côté poétique à cette scène, tu vois, qui va avec une certaine poésie dans le propos. Oui, parce que c'est extrêmement poétique, cette série. C'est vrai qu'elle est satisfaisante. Puis la scène d'ouverture, comme c'est un flashback, aussi un flash-forward, enfin bref, c'est tout de suite, on est vachement engagé dans l'histoire. Ouais, parce que tu commences direct avec ce que tu peux penser être la mort de tes personnages. Et tu fais quoi? Je peux me permettre de le mettre dans la partie non spoiler parce que c'est la première chose que tu vois. Et ça fait penser, ça a été employé par plein de séries, mais tu vois justement une que j'ai terminée qui a beaucoup cartonné, qui s'appelle The Untamed, qui commence direct par la mort d'un personnage. Le problème de ces séries-là, c'est que évidemment on te tue quelqu'un sur lequel tu as zéro investissement au début. Et tu sais pas comment ils en sont arrivés là, et après tu sais pas si du coup ce qui suit après c'est un flashback ou si c'est la continuation ou si c'est ça peut être un petit peu perturbant peut-être pour certaines personnes narrativement. Ça m'a pas choquée sur cette série là, je sais que ça m'a dérangée dans The Untamed. C'est un choix de narration qui est assez casse-gueule, hein. Faut être sûr de son coup et faire ça bien, sinon tu fais un gros plat. Oui, c'est vrai, là plus le cas de le dire. D'autant que dans le roman ça commence en fait au moment où elle se prend le chou en fait quand elle vient d'être mariée avec Li Shangyi et qu'elle se prend le chou quotidiennement avec lui à propos de voilà, c'est toute leur chamaillerie de palais quand ils sont mariés. Et ça commence comme ça. Et au fur et à mesure, t'as les flashbacks. De la même manière que dans 10 Miles, quand tu lis le roman To the Sky Kingdom, ça commence pas avec le début de Bai Chan qui passe chez Mo Yuan et puis après toutes ces choses. Ça commence direct elle a perdu la vue, elle est redevenue une déesse machin et elle sait pas ce qui lui est arrivé avant. C'est-à-dire juste après qu'elle est tombée du haut de la terrasse et qu'elle ait perdu tous ses souvenirs, si tu veux. Donc là, ils ont décidé de te mettre d'entrée de jeu cette scène-là et après de revenir en arrière. Par contre, du coup, c'est intéressant parce que tu as cette figure du retour en arrière et du cercle qui est, je pense, qui est vraiment la figure marquante de ce récit et de cette histoire qui est le cercle. On trouve énormément d'allusions au cercle dans cette histoire avec des vues du dessus où tu as des rondes, tu as beaucoup de rituels avec des cercles et puis donc le fait que le chiffre 3 soit très important dans cette histoire. Donc voilà, chiffre magique avec... le retour, etc. Donc c'est intéressant d'avoir cette... T'as la notion de retour au pays, de retour aux sources. Pour l'héroïne qui a le mal du pays à partir du 2e arc et qui ne rêve que d'une chose, c'est de retourner dans ses steppes et dans son désert. Ça c'est aussi full circle d'une certaine façon. Il y a des boucles qui ne cessent de se boucler et toutes les boucles seront bouclées à la fin. Vous ne serez pas laissé, comme on vous l'a dit, en plan avec des choses irrésolues ou laissées en suspens ou abandonnées parce qu'ils ont fini dans le rush absolument. Comme on piaffe toutes les deux et que honnêtement on peut pas vous dire grand chose de plus sans entrer dans les détails de l'intrigue, on va lancer la partie spoiler tout de suite. Donc si vous voulez regarder ce drama, ce qu'on vous encourage à faire, écoutez, arrêtez de regarder. Sauf si vous vous en foutez d'être spoilé. Comme moi. Restez avec nous. Voilà, comme Claire. Si vous êtes comme moi, par contre, non. Stop. On vous fait la bise, on vous dit à bientôt. Donc les spoilers, c'est parti. Alors, donc c'est vrai que toi, tu l'as vu bien avant moi. Et j'avais la sensation des fois que tu te marrais bien en te disant, attends, tu penses ça, mais tu vas changer d'avis. Par exemple, j'étais dans la team Shifu au début, mais genre sur 2 ou 3 épisodes, quoi. Les premiers épisodes. Jusqu'à ce que je me rende compte que le Shifu, c'était un gros con. Un bâtard. Je peux pas l'encadrer. C'est un gros con. Mais c'est plutôt dans la deuxième partie de la série où tu te rends compte, quoique non, même pas, dès le premier arc, tu te rends compte que c'est un gros con manipulateur. Crève Shifu était mon cri de ralliement, moi. Donc, Moi, ce qui était chiant, c'est que le personnage de Chanel, au début, je voyais bien qu'il la trahissait.
qu'il tombait amoureux d'elle, mais qu'en même temps, il perdait pas de vue ses ambitions politiques, le fait qu'il fallait absolument qu'il trouve le campement du grand-père, donc du roi de Danche, qu'il fallait absolument aussi qu'il trouve qui avait fait assassiner son frère aîné, anciennement prince héritier, parce que la série commence comme ça, où lui seul en réchappe et c'est notre héroïne qui le recueille, en fait, et leur histoire compliquée commence comme ça. Donc tu sais que ça va mal finir, que le grand-père, etc., toute la tribu, ils vont se faire défoncer, y compris le lieutenant du grand-père. Moi j'aimais bien le grand géant avec ses tatouages sur la tête, là, le cousin, il était avec sa hache énorme. Ils étaient lui, on dirait qu'il sort du Seigneur des Anneaux, tu sais, il n'est pas à sa place. Mais c'est trop ça. Il aurait dû être un extra, tu sais. On dirait un humain mélangé avec un orque. Il y a un moment, t'es dans la terre du milieu, de toute façon, d'une certaine manière. C'était, voilà, donc tout cet arc-là, moi j'ai adoré, même si tu vois venir le désastre, mais gros comme une maison, quoi. Et donc, son amour pour elle, à Chanel, à aucun moment ça l'empêche d'accomplir son devoir pour sa dynastie et de massacrer en fait toutes les troupes de Danche et le grand-père de l'héroïne. Et des gens qu'il est arrivé à apprécier en plus, qu'il a appris à apprécier, c'est terrible. Ouais, c'était terrible pour lui, mais dans sa tête en tout cas, il n'avait pas le choix. Il refuse de renoncer à elle alors qu'elle le rejette, veut plus de lui une fois qu'elle se rend compte de tout ce qu'il a fait. Et elle veut plus non plus du Shifu. Donc là j'étais en mode, de toute façon à ce stade il n'y en a aucun des deux qui me plaît. Moi déjà je la shippais avec Adu. Oui c'est vrai, c'était ton choix. Ouais. Alors, sans aucun espoir, bien sûr, de shipper deux personnages féminins ensemble dans un drama chinois. Des personnages masculins, il y a de plus en plus de boy love, donc pourquoi pas. Les personnages féminins, c'est très compliqué. Donc je me faisais aucune illusion, mais je me disais, elles sont tellement mignonnes tout le long de la série ensemble que... Ouais, elles sont sœurs de cœur jusqu'à la fin. Bon, même si Adu lui fait une crasse quand même, pour ça je dis qu'il n'y a personne dans son univers qui va lui donner les informations qui vont lui permettre peut-être de grandir et de faire ses propres choix. C'est-à-dire que soit on lui dit rien, soit on lui ment, soit on la trompe, soit on la trahit. Enfin, je veux dire, même les gens qu'il aime et qui le font pour les meilleures intentions du monde, encore une fois. Mais la plupart ont des bonnes intentions. Il y en a qui ont des intentions très très égoïstes. D'ailleurs, c'est pas incompatible d'avoir à la fois des bonnes intentions et des intentions égoïstes en ce qui la concerne. Tu parlais du début avec la mort du premier prince héritier, bon, sur lequel on n'a pas d'investissement parce qu'on ne le connaît pas, mais c'est vrai que quand on parlait des vérités historiques qui sont les mariages des princesses, qui est quand même quelque chose qu'on retrouve dans toutes nos séries historiques à nous, très fréquemment. Et là, c'est vrai que ce côté-là culturel, on le voit de manière plus marquée ici qu'on peut le voir dans d'autres séries où on n'a pas l'impression qu'elles ont besoin de s'adapter à une nouvelle cour, en fait. Donc c'est vrai qu'ici, c'était particulièrement marqué, ce choc culturel. Et moi, c'est un des aspects qui m'a le plus plu, j'ai envie de dire, cette réflexion autour de ça. C'était super intéressant. Mais d'habitude, il y avait des fois où il y avait des exceptions, mais souvent quand on les envoyait à la cour, les princesses, elles savaient à peu près avec qui elles allaient épouser, même si ça se faisait pas tout de suite, ou si parfois il y avait quand même des changements de casting. Mais quand même, là, notre Xiao Fang, elle est sur la roulette russe des princes héritiers, parce que, en fait, c'est vraiment l'os que va se disputer tout le monde, parce qu'on s'en fout qu'elle épouse, du moins qu'elle épouse le prince héritier, et le prince héritier doit l'épouser. Donc en plus, c'est vrai que c'est un enjeu. Et donc, elle est repassée de main en main, où elle est là à pas savoir qui va l'épouser, à savoir, bon, alors attends, ce matin, je me lève, qui sera le nouveau prince héritier du jour, qui sera le parfum, sera Chanel numéro 5. Donc, mais puisqu'on reste dans le parfum. Tu pourrais croire qu'elle a été préparée toute sa vie à faire un mariage politique, et t'as l'impression qu'en fait, même de ça, on l'a préservé, alors que chez son père, il y a eu des mariages politiques, il a plusieurs épouses, dont une qui est la tante du héros de Chanel et qui vient de Li, donc déjà un premier essai d'accord de paix entre les deux royaumes. Donc tu pourrais te dire, c'est bon, elle a plein de frères et sœurs, machin, elle connaît les règles du jeu, mais t'as l'impression que ça lui passe complètement au-dessus de la tête, qu'à aucun moment elle s'est dit ça va être mon lot. Elle a toujours pensé qu'elle pourrait y échapper, et pas du tout en fait. Et donc le premier prince héritier meurt au début dans une conspiration, et seul Chanel s'en sort. Il y a un deuxième prince héritier qui est justement un gros bâtard. C'est celui qui est codé queer, parce qu'il a une relation assez trouble avec son bras droit, qui est un homme assez violent, etc. Bon, je pense qu'ils sont clairement amoureux, toi aussi on d'ailleurs. On renvoie au méchant in love avec la question de l'homosexualité, souvent codée comme... Enfin, l'homosexuel qui se retrouve codé comme méchant, on reste là-dedans. Bon, il a de la chance, c'est qu'il y a énormément d'hétérosexuels qui sont méchants. Oui, heureusement. Ça permet de noyer le propos, oui, effectivement. On va utiliser le terme noyer et tout ça plus souvent.
Donc notre pauvre Bichette, quand elle épouse Chanel, dont elle tombe sincèrement amoureuse, c'est pas le crush d'adolescente qu'elle avait avec son Chifou qui l'a profondément déçue, c'est le véritable amour en fait, même si ils sont tous les deux un petit peu, enfin elle en tout cas, des enfants, puisque lui on apprend plus tard que depuis son plus jeune âge, il avait compris les règles du jeu. Ah, il a vieilli très vite, oui, ça c'est sûr. C'était ça où il a roulé tout le monde dans la farine depuis qu'il a 4-5 ans, il maîtrise son truc. Chanel, vraiment, c'est mon personnage préféré dans la série en dehors de Hadou. Même si c'est une ordure, hein, et que je comprends qu'il était controversé. Mais alors c'est une ordure. Ah voilà, controversé, mais dans le contexte où il est, avec son passé, on va nous dire qu'on est des apologistes parce qu'on aime Kylo Ren, etc. Mais faut voir les choses. Après, nous, la fin, elle pouvait pas se sortir autrement. On pouvait pas avoir une autre fin que celle qu'on a, encore une fois, et je regrette pas la fin comme elle est, et oui, on va décrire une relation toxique, mais que ce soit clair, à aucun moment si à un moment tu peux te poser des questions, mais quand c'est clair, tu ne doutes pas de l'amour qu'il éprouve pour cette femme et qui est la seule lumière de son existence, véritablement. C'est la seule personne qu'il ait voulu de manière égoïste par rapport à tout son projet de prince héritier, tous ses complots à long terme. C'est peut-être la seule chose complètement, un peu comme François-Joseph d'ailleurs avec Sissi, c'est-à-dire la seule chose qui était, mais ça c'est pour moi, c'est mon cri du cœur, c'est la seule chose, c'est mon jardin secret, c'est mon jardin intime à moi. Voilà, on n'en doute pas. Après, malheureusement, il y a le fait que ça l'oblige, mais en même temps c'est pas lui qui a choisi de la mettre dans ce contexte politique. Malheureusement, la fatalité fait que il faut qu'il compose avec elle. Comment est-ce qu'il va composer avec elle? Malheureusement, pas très très bien. Mais donc est-ce que c'est une ordure? Voilà, on va me ramener à en débattre et parler de la complexité du personnage. De la même manière, tu vois, beaucoup de gens, on a parlé, moi j'ai dit crève Chifou, ça m'a étonné de voir le nombre de gens qui shippaient à fond avec le Chifou. Tout le monde mérite d'avoir quelqu'un comme ça qui t'aime et tout. Et bon, je respecte le fait qu'on puisse aimer, mais en fait pour le coup, lui c'est un gros égoïste bâtard du début jusqu'à la fin, quoi. C'est un menteur, c'est un stalker, enfin il vaut pire que l'autre, moi je trouve, pire que l'autre, parce qu'il a encore moins de justification que l'autre à le faire. Il y a plein de fois où il fait des trucs qui moi, pour le coup, d'une certaine manière, me choquent plus que l'autre où j'arrive. Alors, voilà, vous nous direz après en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais j'étais très étonnée de voir que les gens mettaient sur un piédestal le Chifou qui est aussi pourri, voire même plus que Chanel. C'est à discuter. Pour moi, les deux sont engagés dans une relation toxique avec l'héroïne et sont des personnages toxiques et chacun à leur manière un villainous crush. Ah oui, complètement. Parce que ce sont deux anti-héros. Hein. De toute façon, il n'y a pas de... Elle, c'est une héroïne pure et machin, etc. Mais les deux hommes de sa vie, les deux love interest, entre guillemets, ce sont deux anti-héros, quoi. Voire même, à plusieurs reprises, ce sont les méchants de service, quoi. Par le jeu des circonstances, par leur passé, par le fait qu'il y a la vengeance d'un massacre d'une famille qu'ils doivent porter sur leurs épaules, etc. Mais ça justifie pas un certain nombre de choses. C'est quand même deux amours très égoïstes, très obsessionnels et possessifs. Même quand ils ont à cœur le bien-être de l'héroïne, c'est aussi, il faut que ce bien-être soit en rapport avec le fait qu'ils veulent la posséder quand même. C'est pas un amour désintéressé pour elle, à aucun moment. Le seul, c'est le général, peut-être. Mais bon, lui aussi, du coup. Ouais, mais alors c'est un amour le général Pei, amoureux de l'héroïne, nous on l'a vu arriver, mais super tard, genre au moment où elle veut franchir la porte de sa frontière à l'avant-dernier épisode, quoi. Ça intervient super tard, ou alors c'était trop subtil pour moi et ma femme, parce qu'on a parce que quand je t'en parlais, tu le voyais pas, mais pour moi c'était évident beaucoup plus tôt, en fait, qu'il était amoureux d'elle. Depuis le début, quand elle lui a donné la flûte, et en fait, tu vois bien qu'il a créé une espèce d'obsession pour elle, mais pour le coup, contrairement aux deux autres, c'est pas une obsession toxique. Bon, il sait très bien que ça va pas se faire, et lui, c'est un petit peu le chevalier courtois qui, quand il peut, il essaye d'arrondir les angles et justement de lui arranger un peu la vie ou d'essayer de lui expliquer quand elle est au 36e dessous dans sa relation, dans son mariage avec Chanel, en train de lui dire oui, mais enfin, il y a des circonstances, il fait que peut-être que tu n'as pas tout à fait toutes les données qui font que, enfin, il essaye, quoi, si tu veux, de temps en temps,
dans la mesure du possible, de montrer un autre point de vue. Donc, à la limite, moi, je le respecte. Et puis, quand on l'oblige, lui, à se marier avec une femme qu'il aime pas, il est courtois avec elle, il va pas lui faire du mal, et puis il accepte son sort. Enfin, c'est quelqu'un de beaucoup plus rationnel que les deux autres, qui sont quand même deux grands excités, quand même. Hein. Oui, et puis qui, lui, fera toujours passer son devoir avant son amour, sauf à la toute fin, quand il lui ouvre la porte de la frontière. Et c'est la seule fois, en fait, parce que... il est toujours tiraillé entre son amour pour elle et son devoir d'obéir au prince, donc Chanel, qui finit par devenir prince héritier par moult complots de palais. Enfin, moi, je vous recommande de pas zapper, parce que finalement, moi, j'ai pas zappé de scène dans cette série. Même les intrigues de palais, je trouvais que les personnages secondaires étaient tellement bien, un peu comme dans The Rise of Phoenixes, en fait. Et des fois, même le prince se rend compte que Pei le désapprouve. Alors, le général Pei, il est pas clair non plus, dans le sens où lui se souvient de ce que les deux amants ont oublié en plongeant dans la rivière de l'oubli. Bah oui, alors c'est pour ça que je disais que ça ressemblait à certains aspects de Tenma, c'est-à-dire qu'on a quand même la grande question de l'amnésie, qui est un gros trope classique, qui est que donc ils ont ce premier arc innocent qui se termine dans des noces que n'aurait pas désavoué George-R.R. Martin. Donc on est, c'est les noces pourpres. Les noces de l'hémoglobine, enfin je sais pas, c'est une horreur, c'est bon voilà, on va pouvoir en reparler. Mais donc du coup, comme ils sont arrivés à une aporie, un no passaran dans leur relation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un stade où donc ils sont mariés, donc normalement pour le meilleur et pour le pire, mais là c'est clairement pour le pire, parce que le jour de leurs noces, il est obligé, c'est pas comme ça qu'il avait prévu de passer sa nuit de noces, mais il est obligé de faire massacrer l'ensemble du clan du grand-père de la fille. Donc elle le voit en train de décapiter son grand-père, donc comme cadeau de mariage, c'est vrai que tu peux faire mieux, c'est-à-dire que pour créer de l'ambiance, ils ont pas fait tourner les serviettes, ils ont fait sauter les têtes. Elle est en mode Reine Margot, là, tu vois. Ah ouais, c'est carrément ça, c'est la Saint-Barthélemy et tout, c'est la totale. Et donc, du coup, évidemment, il est très étonné, enfin, il est pas très étonné qu'elle veuille plus de lui, mais enfin, lui, il espérait arranger les choses. Évidemment, elle ne veut rien avoir à faire avec lui, donc elle veut se barrer. Elle peut pas, la pauvrette, parce qu'elle est quand même obligée de se marier, faire ce mariage politique. Donc, elle décide d'aller à la mythique rivière de l'oubli, sauter dedans pour tout oublier. Et donc il saute avec elle, parce que tant qu'à faire, ils décident d'oublier tous les deux et de recommencer à zéro. Alors erreur, parce que c'est bien joli, ça marche, mais comme de toute façon ils sont obligés de se retrouver à la même cour avec les mêmes problèmes, donc non seulement ils ont effacé ce qui s'est passé avant, ce qui fait qu'on va avoir un bis repetita de leur histoire, où ils vont repasser par les mêmes étapes, avec des complications supplémentaires évidemment, parce qu'on n'est pas dans les mêmes circonstances, mais ils vont retomber amoureux de la même manière. Parce que ça, c'était chouette aussi, c'est-à-dire que c'est pas ton coup de foudre comme on a d'habitude, voilà, au premier regard, ça y est. C'est plus complexe leur truc. Ils tombent pas amoureux comme ça du jour au lendemain. Ça se fait au fur et à mesure. Et donc là, rebelote, ils vont retomber amoureux l'un de l'autre et ça va être la catastrophe parce qu'en fait, il n'y a pas de solution à leurs problèmes. Honnêtement, c'était tellement bien amené de façon subtile le fait qu'ils tombaient amoureux, que ce soit pas un feu d'artifice, mais un slow cooker, tu vois. Même si t'as quand même le feu d'artifice, hein. Il y a quand même un feu d'artifice, dernier moment joyeux de la série d'ailleurs. Moi, je pensais vraiment qu'il était amoureux de CC. Ah, tu t'es fait avoir sur ce qui est la bitch numéro 2. Je pensais qu'il était vraiment amoureux d'elle et jusqu'au mariage, jusqu'à ce que ça devienne trop évident. Puis de toute façon, il s'en explique avec le général Pei qui approuve pas forcément toujours son comportement en privé, bien sûr. Il explique pourquoi il traite l'héroïne Xiao Feng comme de la merde et pourquoi il essaie de mettre CC, qui est donc sa concubine, il a insisté pour l'épouser le même jour que la princesse héritière de Shiju, donc Xiao Feng. C'est en fait, CC sert de leurre, elle attire toute la haine, en faisant croire qu'elle est la femme de son cœur, elle attire toute la haine de ses ennemis, la jalousie de sa mère l'impératrice, les intrigues de palais, elle dit comme ça, s'il y en a une qui se fait défoncer, ce sera elle, ce sera pas celle que j'aime vraiment, qui est Xiao Feng. Évidemment, Xiao Feng comprend rien, elle est persuadée qu'il est amoureux de CC. CC se monte la tête et elle devient une bitch de première quand elle commence à se douter que il lui joue la charade, quoi. Et mais moi, jusqu'au mariage, j'ai vraiment cru qu'il était amoureux de CC et quand Xiao Feng va l'emmerder à la bibliothèque pour lui dire mais attends, tu dis de la merde sur mon pays, c'est quoi ces comptes rendus à la con, c'est n'importe quoi, tati tatata. Je me disais, elle le fait vraiment chier, il la supporte vraiment pas. Et en fait, faudrait que je revoie la série pour
capté les petits moments où ça trahit le fait qu'il commence à en pincer pour elle, il y en a plein. Mais en plus, elle sert aussi elle sert d'écran de fumée, mais elle sert aussi parce qu'il a besoin... sa famille est extrêmement influente et il est en train d'essayer de dézinguer tous les gens qui pourraient lui faire du mal. Et en plus, il est dans son arc de vengeance par rapport à sa mère qui a quand même été tuée par la bitch reine là qui n'avait pas d'enfant et parce qu'il est pas l'enfant biologique de l'impératrice. Comme elle n'avait pas de gosse, il lui fallait un gosse, donc elle l'a choisi lui et du coup elle a dézingué la mère qui était la chouchoute de l'empereur pour avoir le gosse et lui il a appris très tard ce qui s'était passé. Et donc, il veut venger sa mère, il veut devenir prince héritier, et en plus, il veut se débarrasser de tous ceux qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Ça fait beaucoup de choses sur son cahier des charges. Et c'est vrai que du coup... Il veut faire ménage. Il s'attendait pas à tomber sur cette grande gigue un peu faux-folle, là, qu'il rencontre au début. Il l'avait pas calculé. Et c'est vrai, quand il se rend compte, en plus, pareil, ça se retrouve encore avec le cerf, c'est-à-dire qu'au moment où il se rend compte, c'est plus ou moins une dette qui a été arrangée. Enfin, elle est arrangée après par le Shifu, parce qu'en plus c'est un peu lui qui a foutu la merde aussi. Alors eux ils se rencontrent dans le désert alors qu'elle est en train d'attendre le Shifu pour se barrer. Alors en rouge parce que quitte à pas te faire remarquer quand tu t'enfuis, autant te mettre en rouge. Donc elle est à fond dans le rouge. Mais faut dire que le rouge est la couleur marquante de cette série, donc c'est vrai que ça se pose là. En fait elle croit voir arriver son Shifu et c'est lui qui est blessé, comme tu l'as dit, qui est couvert de sang, en blanc couvert de sang. Alors gardez l'image en tête parce qu'on la retrouve à la fin. Et ils tombent l'un sur l'autre dans une ronde, donc encore une fois t'as le cercle aussi qui est présent dès le début et ils savent pas qui est qui, s'ils sont ennemis ou alliés et s'ils cherchent à se tuer et déjà cette espèce d'incertitude si tu veux annonce déjà tout ce qui va arriver après pour eux, parce qu'elle finalement elle le sauve et elle arrive à lui extorquer trois vœux pour la remercier, donc qui vont servir plus tard. Et puis donc après donc le Shifu leur prépare une blind date. Alors tu sais à quel point j'aime cette scène. C'est la scène du... Elle est tellement belle visuellement, je sais pas comment dire. J'aurais rêvé d'un truc comme ça pour Relo tellement c'était beau. Mais c'est vrai qu'il lui dit tu peux pas m'épouser parce que je suis pas faite pour une princesse, parce qu'elle veut l'épouser, elle veut épouser le Shifu, parce que bon, encore une fois c'est un crush d'adolescente, elle l'aime pas vraiment et cette histoire de l'aimer ça bascule très vite. En fait elle arrête très vite de l'aimer et jamais plus elle tombera amoureuse de lui. Donc ceux qui shippent, ok très bien, vous avez le droit encore une fois, mais il n'y a pas de matière à dire qu'elle l'a aimé jusqu'au bout le Shifu, autrement que c'est son Shifu. Et donc il lui dit je vais te faire épouser le meilleur homme que je peux trouver pour toi. Et c'est donc notre Chanel numéro 5 qui est son cousin en plus. Ils sont cousins tous les deux. Et il a arrangé le truc parce qu'il est impliqué à fond dans ce programme de vengeance pour venger la mère de Chanel. Ouais. Et donc il est prêt à accepter l'arnaque, et quand on la présente à Chanel, on lui dit pas c'est ton futur fiancé probable, donc qui vient de l'Empire de Li. Il se présente comme le fils d'un marchand de thé, Gu Xiaowu, donc il prend une autre identité parce que c'est son moyen pour essayer d'infiltrer justement les lignes ennemies et enfin donc venger la mort de son frère qui a été tué par donc les tribus nomades. Et donc ils l'utilisent tous les deux en fait, dès le départ ils sont alliés pour l'utiliser et pour lui mentir, et bon elle accepte le truc et c'est vrai qu'ils se rencontrent avec ce pont, donc déjà le fait d'être au-dessus de l'eau avec encore une fois l'image du cercle, ce pont est d'une beauté, la lumière est fantastique, elle est là en train de monter, elle sait pas qui elle va avoir derrière et elle voit ce garçon et ben voilà, c'est plié, ça se fait pas tout de suite, ils apprennent à se connaître, ils se sauvent mutuellement les miches, dans l'eau, dans le sable, il y en a un qui tombe dans l'eau, il y en a une qui tombe dans l'eau, on a droit à notre baiser sous l'eau, l'autre qui manque de se faire attraper par les sables mouvants, et puis voilà, il y a une amitié, une complicité qui se crée, enfin c'est vraiment très bien amené, et on retrouve après plus tard cette amitié, cette complicité qui se crée également, mais de manière beaucoup plus tordue, parce que c'est dans l'ambiance du palais, et plus dans la belle nature des steppes. Et déjà, c'était tordu dans la belle nature des steppes, parce qu'en fait, à partir du moment où tu vois que les deux, ils complotent et se servent d'elle, moi, c'est le moment où j'ai arrêté de la shipper avec l'un ou l'autre. C'était fini. Aucun des deux mecs faisait l'affaire. Mais c'est encore plus perverti dans le palais, qui
qui pervertit tout de toute façon. Et elle, comme elle est pas au fait de tout ça, elle est trop brute de pomme, elle est trop naïve, etc. Donc il sait qu'il est obligé de la protéger parce que jamais de la vie elle comprendra le Game of Thrones, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'il lui joue la comédie à elle aussi, parce qu'il sait qu'elle, elle est incapable de jouer la comédie. Elle est, ce que tu vois, c'est ce que t'obtiens, quoi. Elle est entière comme ça, donc pas du tout adaptée aux intrigues de cour. Et c'est pour ça que lui la surprotège avec son sens pas inné, mais presque de la rouerie. Chanel, moi, il m'a vachement étonnée parce que plus tu découvres ce qui manipule, ce qu'il a manigancé, tu te rends compte qu'il avait pas 2 trains d'avance, mais 4 trains d'avance sur tout le monde. Tu te dis, mais... Et pareil pour son père, l'empereur, en fait, à chaque fois où tu crois qu'il va tomber des nues, il va faire la gueule et machin, le truc qu'il avait vu venir, mais avant même que les comploteurs se lèvent le matin, il les avait vus venir, l'empereur, et le fils, il a hérité du même talent, mais ça intrigue à tout va. Enfin, vraiment, moi, Chanel, il m'a impressionnée, et l'interprétation de l'acteur, elle est juste, mais... 22 ans. Elle est top. Et pour 22 ans, il joue bien les concons. Moi, il m'avait saoulé dans le premier arc jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, il était loin d'être concon. Et une fois que tu sais le manipulateur que c'est, il est du même niveau que Nini, hein. Voire pire, parce que lui, c'est un méchant. Il est moins ambigu que Nini, il bascule plus du côté des méchants quand même, à mon avis. Quand tu le vois faire le concon, tu sais que c'est pour la galerie, tu te dis, ah ouais, il fait bien le con. Il joue bien de son visage encore un peu poupin, et c'est pas un méchant, je suis pas d'accord, parce que pas sur la fin, en tout cas pas sur l'épilogue, c'est pas un méchant justement, il est pas complètement, il y a des moments où il bascule. Par contre, c'est annoncé dès le début ce qu'il est, c'est-à-dire c'est la chanson du renard et de la bergère. C'est un renard. Et d'ailleurs, à un moment, elle a un rêve, juste après où il commence, il essaye de temps en temps de lui expliquer qui il est vraiment. Et quand il est là en train de lui raconter l'histoire d'un prince, quand ils sont là, en train de dormir à la belle étoile, et il lui dit, en fait il est en train de lui raconter sa vie, et qui lui explique l'histoire de ce prince qui était bien malheureux depuis l'enfance, et qui découvre que sa mère a été tuée par celle qui l'a élevé, et qu'il doit faire des choses qui vont être moches, et qu'il va devoir utiliser quelqu'un qu'il aime très très fort, et qu'il va lui faire beaucoup de mal et beaucoup de peine, et qu'il promet qu'il passera le reste de sa vie dans son chemin de rédemption à faire en sorte qu'elle soit que cette personne, parce qu'il dit pas elle, sera protégée et aimée et aura tout ce dont elle a besoin, mais qu'il espère que cette personne pourra lui pardonner tout ce qu'il lui aura fait. Et elle, dans sa grande naïveté, elle dit, bah oui, il est tellement malheureux ce pauvre petit prince, et elle pourra pas. C'est horrible. Et juste après, elle a ce rêve du trou avec des pics au fond, et dans le fond il y a le renard, et c'est lui le renard. Et c'est ça, cette image-là, elle est là, il est piégé. Et tu dis le moment où il n'est plus concon, et on le voit ne plus être concon, c'est le fameux moment où il part au combat, elle pense qu'elle va dire adieu à son mari, donc le jour de son mariage où finalement l'attaque a lieu, il avait pas prévu que cette attaque ait lieu ce jour-là, parce qu'il se mariait par amour, mais vraiment. Et il voulait vraiment ce mariage. Et il doit y aller. Et il y va avec évidemment sa nouvelle famille, sauf qu'à un moment, il s'éloigne du rang de la nouvelle famille, et il va endosser le casque de l'autre côté. Et les autres sont là à pas comprendre. Cette scène est d'une force et d'une beauté. Et à ce moment-là, il enlève son masque de concon, mais qui est aussi une partie de sa personnalité, en fait. Il enlève de ce qu'il aurait pu être, s'il avait pu être autre chose, encore une fois. Et il met son masque de prince héritier, qui est pas là pour déconner. Et une force, cette scène, moi, ça fout les poils à chaque fois. C'est d'une force, mais du même tonneau aussi, qu'à chaque fois qu'il fait des ronds de flanc devant sa mère, enfin l'impératrice, ou mon pote les clopés, le ministre Gao, ou ceux dont il supporte à peine la présence, et plus on avance, plus il se rend compte que c'est une bitch aussi, et moins il la supporte, on pense sur lui. Dès qu'il leur tourne le dos, qu'il est face caméra, tu vois le masque de connerie, ou de commisération, ou de miel qui tombe, et tu vois le visage de quelqu'un qui est déterminé, et qui va pas faire de quartier, quoi. La vengeance au What 1000 visages, Chanel. Ouais, malheureusement, il y avait l'amour de sa vie sur le chemin, et oui, elle va prendre cher, effectivement, quoi. Ce qu'il y a, c'est que là où c'est horrible, c'est que c'est elle qui retrouve ses souvenirs la première. Ça aurait été très différent s'il avait retrouvé ses souvenirs le premier, mais ça se fait dans ce sens-là. Oui, parce que ça aura rajouté dans le train de la souffrance, malheureusement, du coup.
Et à partir de là, leur couple, c'était plus possible, quoi. Non. Ouais, elle cherchait déjà à s'échapper, elle voulait vraiment retourner... Parce qu'en plus, le Shifu, elle a des flashs qui lui reviennent et il lui fait croire que c'était lui, Gu Xiao, donc son amour dans son inconscient, qui arrive à percer comme ça, malgré le saut dans la rivière de l'oubli. Ça, jamais je lui pardonnerais à Shifu, crève Shifu, rien que pour ça. Rien que pour ce mensonge-là, je lui pardonne pas. Il lui fait la charade, comme il est condamné, il a plus que 6 mois à vivre, il lui pourrit sa vie, il lui dit, c'était moi, en fait, nous étions amants, viens, on se sauve, je te ramène dans notre pays de l'Ouest. Ok. Là où ils ont été cons comme des mâles, c'est au moment où tout le monde se prosterne devant l'empereur, fallait vous prosterner plutôt que de rester plantés les trois, là, en plein milieu, forcément, ils allaient vous voir. Donc Chanel, lui, il refuse de la laisser partir, bien sûr, il fait fermer les portes de la ville et il déclenche un incendie, et c'est là qu'elle se prend une poudre sur la tête pour sauver une gamine en pleurs au milieu de la confusion, parce qu'il y a toujours un gosse en pleurs au milieu de la confusion, je sais pas pourquoi. Ça ou un golden retriever, mais il y en a moins dans les histoires chinoises. C'est plus chez les Américains. Tiens, t'as toujours un mot, tu dis, laisse-le crever, écoute, je sais pas. Il y a toujours un gosse pour faire chier dans les scènes de panique. Ouais, où sont les parents, je te jure, franchement. Ouais, bon à rien. Et donc, du coup, elle prend un coup sur la tête et c'est là qu'elle a ses souvenirs qui reviennent. Malheureusement, la première. Et elle ne peut plus supporter la vue de Chanel. Enfin, c'est juste pas possible. Comme la première fois, en fait, du coup. Exactement comme la première fois. Lui, il est persuadé que Gu Jiao, qu'elle présente comme son véritable amour, c'est le Shifu, son cousin. Donc d'un seul coup, leur complicité entre cousins, etc., elle en prend un coup. Il veut tuer le Shifu parce qu'il est fou de jalousie, il est quand même hyper possessif. Et puis à chaque fois qu'elle lui parle de Gu Xiao, c'est lui, mais elle lui dit il est mort, je le reverrai jamais, etc. Est-ce que tu peux pas m'aimer Parfois il la supplie même, il lui dit mais est-ce que tu peux oublier Gu Xiao et m'aimer Non, j'aimerais que Gu Xiao. Mais c'est toi c'est toi du con. Je vais pas lui mettre un coup de matraque sur la tête, voir si ça marche aussi. Toi, jusqu'au bout, t'étais là, mais t'es sûre qu'il se souvient pas J'avais non, il se souvient pas. Il a des flashs qui lui reviennent, mais pas à ce point-là, quoi. Et en fait, il est jaloux de lui-même, de l'homme qu'il a été jusqu'à la Saint-Barthélemy, là, jusqu'au massacre, de l'homme qu'elle croyait aimer. Plus elle le voit sous ses artifices de prince. En plus, il lui a fait une vie de merde après l'avoir épousée pour maintenir les apparences, pour la protéger. Et elle comprend pas tout ça, donc elle le déteste, quoi. Elle lui dit qu'elle le hait, et c'est là qu'il fait un truc, à mon avis, irréparable, qui, pour moi, le classe parmi les méchants. Il passe d'anti-héros à méchant à ce moment-là. La scène Autant n'emporte le vent. Voilà, exactement. Alors, je suis pas sûre qu'elle soit dans le bouquin, celle-là, justement. Je me demande si ça n'a pas été rajouté dans la série. Il refuse de la laisser partir, donc il la viole, voilà. Et moi, je suis désolée, mais à partir de là, de toute façon, c'était crève Chanel. Même si j'adore le personnage, quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est un crève-cœur, cette scène. Parce que voilà, peut-être qu'un jour, on arrivera à discuter de Temps n'emporte le vent. Mais disons que le traitement de cette scène n'est pas exactement le même que dans celle-là. Voilà, c'est... parce qu'il est pas sous. Contrairement à Red Butler, il est pas sous, et contrairement à Scarlett, elle se réveille pas en chantonnant. Il est ivre de jalousie et de douleur, mais effectivement, elle se réveillera pas en chantonnant, ça n'a pas été la révélation de sa vie, quoi. Et c'est clair que si tu dis que surtout que c'était leur première fois tous les deux. Oui, c'était leur première fois, et sa première fois à elle, peut-être sa première fois à lui, parce qu'on l'a pas vu consommer avec a priori, donc je sais pas. C'est vrai que du coup, cette scène-là, elle est compliquée, quoi. C'est vrai que c'est pas la scène que tu aurais souhaité pour tes personnages, c'est sûr. Et tu te dis, c'est un peu le point de non-retour, même s'il retrouve ses souvenirs, ce qui finit par arriver quand elle fait le plongeon du haut de la tour, un plongeon qui dure super longtemps quand même, à la Inception. Elle en met un temps mais tu sais, quand c'est traumatisant, tu sais, on dit que le temps se ralentit quand t'as un accident. Oui, c'est vrai. Que tu vois ta vie au ralenti. C'est vrai. C'est là que tous ses souvenirs à lui reviennent et tous les regrets. Et comment tu veux qu'il rattrape le coup, quoi. Puisque tu parles de cette scène-là, en sachant que c'est la vraie fin du roman, en fait, le moment où elle tombe de la tour. C'est-à-dire que ça se termine comme ça, où il y a une ceinture elle l'a blessée, donc il a du sang qui coule, lui, il essaye de la retenir pendant qu'elle est en train de tomber de la tour, et puis ce qui la retient encore aussi, c'est une ceinture entre deux. Elle coupe la ceinture, elle tombe, donc elle voit qu'il se souvient comme on a dans la série, et donc à ce moment-là, au dernier moment, elle est récupérée par Adu comme dans la série, sauf que elle prend la dague d'Adu et elle se poignarde le cœur, tout en regrettant
d'avoir coupé la ceinture. Et la dernière image qu'elle a, c'est le moment où il est venu la voir lors de la nuit de noces, qu'elle le voit devant elle, et elle repense à ça. Et c'est horrible. C'est tout. C'est la fin. Atroce. Pour le coup, je préfère vraiment la version de la série télé. Pour le coup, et c'est important la ceinture, parce que dans le rite de mariage, dans les steppes, il y a des échanges de ceintures dans le premier arc. La ceinture, c'est aussi une boucle. Oui. C'est pas anodin d'offrir une ceinture à quelqu'un. Voilà. Donc, puis il y a d'autres moments où la ceinture, elle est aussi présente dans une scène qui, pour le coup, elle est lumineuse, la question de la ceinture. Peut-être justement, on parlait des mariages, puisqu'on est sur les mariages. Alors, je crois que c'est parmi les plus belles scènes de mariage. Moi, dans les dramas chinois, pour l'instant, pour moi, il y a 3 scènes qui me marquent, je sais pas, peut-être à dire à vie, pour la vie qui me reste, mais effectivement, qui vont me marquer. Il y a ces 3 scènes de mariage qui sont, parce qu'on en a 3, encore sur le chiffre 3 dans cette série. Il y a le mariage de 10 Miles of Peach Blossom que je trouvais magnifique, qui était en pleine cambrousse, là, le mariage improvisé entre Ye-Roi et Bai-Chan, que je trouvais magnifique. Ils étaient tellement sincères, c'était beau. Et puis il y en a une dans une série que je suis en train de regarder actuellement qui s'appelle Oh My Sweet Liar, et pareil, elle est hyper belle cette cérémonie, c'est une des plus belles scènes que j'ai vues aussi. Et donc ceux-là, c'est vrai qu'on est gâtés avec 3 cérémonies de mariage complètement différentes, une qui est comme Ye-Roi et Bai-Chan qui est un peu improvisé de nuit, à la vas-y comme je te pousse, où il est en train de lui montrer comment on se marie dans son univers à lui. Après, il y a leur mariage officiel qui est symboliquement ultra chargé, avec ce passage en cercle avec les pierres, et on efface leurs pas derrière eux, donc ça c'est beau aussi. On leur jette des pétales de fleurs. Il y a le fait de passer sur les pierres, on explique que c'est passer sur toutes les difficultés, les vicissitudes de l'existence, l'échange des ceintures comme t'as dit, enfin bon. Et puis il y a ce mariage, alors over the top à la Kardashian, mais qui est magnifique, alors pur. Mariage princier, il est sublime. C'est le mariage de la princesse Diana à côté, excuse-moi, mais c'était du pauvre. Il y avait moins de monde, mais alors par contre la symbolique avec la fleur de lotus qui s'ouvre, les costumes, le côté... par contre c'est pas un mariage joyeux celui-là, contrairement aux 2 premiers, mais c'est magnifique. Parce que c'est pas un mariage du cœur, en tout cas en apparence. Lui il est amoureux d'elle, je sais pas trop, parce qu'elle passe de prince héritier en prince héritier, c'est pas lui qu'elle devait épouser à la base, et donc du coup oui, c'est un mariage officiel, quoi. C'est d'autant pas un mariage du cœur que la veille elle a eu un premier début de souvenir, c'est-à-dire qu'elle a découvert ce qu'elle avait oublié, que c'est lui qui a massacré l'ensemble de la tribu de son grand-père, parce que l'autre poufiasse de elle avait gaffé. Elle voulait plus l'épouser. Ouais. Elle voulait plus l'épouser. Et qu'il ait fait un mémorial au grand-père avec son armure, etc. Parce que, comme tu l'as dit, il a tué le grand-père, mais il l'admirait, il le respectait en tant que chef de tribu, en tant que chef de guerre. Ça arrondit pas trop les angles, et c'est la grand-mère, Denise Gray, qui les chipe à mort, qui lui dit « Oui, mais regarde, ta tante, la femme que ton père a épousée, qui venait de notre famille, elle l'a fait malgré aussi des dettes de sang, etc. Il faut laisser ses considérations de côté, de politique, et pour... ses considérations personnelles pour le bien des peuples. Et c'est pour ça qu'elle consent à épouser l'autre, mais elle lui dit je t'aime pas, machin, je te pardonnerai jamais. Et alors là, en parlant de la grand-mère sur une note plus joyeuse, parce qu'effectivement il y a quand même des moments où on se bidonne franchement, elle veut des arrière petits-enfants. Donc quelle est la meilleure solution? T'enfermes les 2 mariés qui arrêtent pas de se bouffer le nez, et tu les nourris avec de l'aphrodisiaque. Ouais, c'est parmi les meilleures scènes ça aussi. Moi j'adore. C'est vrai qu'à ces moments-là, c'est terrible parce qu'il y a tellement de moments, voilà, encore une fois, relation toxique, il y aurait que tu peux pas imaginer que ça se termine bien et complètement shippé à 200%, mais il y a des moments où quand ils sont ensemble, c'est juste tellement bien et tu vois à quel point ils vont tellement bien ensemble et ils pourraient être tellement heureux et amoureux quand, voilà, que c'est un crève-cœur, quoi, parce que c'est vrai que ces scènes-là, tu oublies toute la merde autour et tu te dis, on pourrait avoir une histoire complètement différente parce qu'il y a énormément de joie et de complicité dans leur relation, mais plein de fois, ouais vraiment plein de jolies scènes. Et c'est vrai que juste avant en plus, parce qu'ils sont enfermés dans la pièce parce que il a été blessé et elle reste avec lui parce qu'il refuse de lâcher sa main. Donc t'as ce classique de ils sont enchaînés l'un à l'autre. Et je te disais, c'est une série qui enfin fait ce que je pense à chaque fois que je vois ce trope-là, qui c'est bien joli de nous les mettre enchaînés les uns aux autres, mais il y a toujours un moment où je suis désolée, mais l'appel de la nature fait que t'as besoin d'aller aux toilettes. Et il ne contourne pas ce problème-là parce que non seulement tu la vois déjà très embêtée par le fait d'être tenue par le mec tout le temps parce que elle a commencé à avoir des crampes, elle a mal au bras, elle a mal aux jambes, à un moment t'as même Madou qui propose
propose de couper la main du mec en disant on va peut-être régler le problème. Elle dit non, tu vas pas faire ça. La technique ado. Ouais. Ah bah si ne veut pas te lâcher, je coupe. Mais sauf que bon, à un moment, elle dit non mais là je peux plus me retenir quoi. Ça fait déjà 12 heures que je suis là auprès du chevet du prince, là je ne peux plus. Et donc on lui amène le pot de chambre. Et donc elle est bien obligée de faire sa petite affaire derrière vaguement un rideau avec un paravent et gaz. Tout. Et donc voilà. Et à ce moment-là, lui se réveille. Elle se rend compte qu'il se réveille et il est mort de rire parce qu'elle est en train de pisser à côté de lui quoi. C'est pas un truc que tu vois souvent et eux ils ont osé le faire aussi et c'est bien fait et c'est drôle. Et bon après effectivement ils sont enfermés par la grand-mère et il y a évidemment plein de moments drôles aussi là-dessus parce que voilà il peut enfin consommer. Il est sur le point d'essayer de consommer avec la femme qu'il aime et puis elle a mais non mais t'aimes pas moi t'aimes une autre pense à. Et donc elle est là elle l'attache avec une ceinture donc on se retrouve encore avec la ceinture. La grand-mère arrive en mode SM. Ouais voilà. La grand-mère dit allez-y continuez c'est comme ça qu'il faut faire et l'autre non mais ça m'a fait penser à prête-moi ta main quand t'as Bernadette Lafont qui arrive et puis qui voit Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat en séance BDSM qui dit c'est bien, non c'est bien, c'est important dans le couple etc. Il pensait la choquer pour qu'elle arrête le mariage et pas du tout. Et la grand-mère c'est pareil, elle a une espèce de sourire entendu genre non vous inquiétez pas on va refaire mais faites vos affaires. Ouais c'est ça. Ouais. Ça l'inquiétait pas de voir son arrière petit-fils attaché aux quatre coins du lit. Tu sais. Puis ils reculent devant rien hein, parce qu'ils ont même coupé la chaudière aussi pour être sûr qu'ils se pelotonnent l'un contre l'autre parce que vive le réchauffement corporel donc du coup mais elle va jusqu'à lui faire piquer leurs fringues. Ouais. Ils sont en pyjama, ils ont même pas un peignoir ou quoi aux caisses. Mais quand même, grande impératrice douairière, vous pensez pas que il leur reste plus qu'à se réchauffer mutuellement? Malheureusement, ils le feront pas. Ils ont qu'un édredon et tout. C'est dommage parce que c'est vrai que pour le coup, quitte à avoir leur première nuit, j'aurais préféré que, enfin voilà, puisqu'ils devaient nous donner une relation sexuelle au personnage. Tu sais, si on pleure sur l'absence des relations sexuelles des fois dans certaines séries. Là, j'ai envie de dire, c'est dommage que ce soit pas passé à ce moment-là où il y avait quand même encore de la complicité et de la joie entre eux. Voilà. Mais c'est de sa faute à lui. Il a bouffé les 2 soupes. Il aurait dû, si elle avait mangé l'autre soupe, c'était bon, c'était plié, ouais. Et après double dose de Viagra, le mec. Donc, parce que si elle avait mangé sa soupe en avant Guingamp, youpla boum. Hein, mais non, il a dormi sur la béquille et attaché tout le temps. Et on a droit à des bisous quand même. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est dommage parce que, bon, du coup, la scène, ça n'aurait pas enlevé le fait que ce soit une scène de viol de toute façon, mais au moins leur première nuit aurait été tout autre. Mais ils auraient eu au moins une nuit d'amour sincère, quoique un peu aidée par la chimie. Ouais, mais ils auraient pu découvrir que finalement ils s'entendaient bien aussi de ce côté-là, et du coup, on leur a pas vu ça, c'est dommage. Et oui, parce que du coup, c'est vrai que la première nuit de noces qu'ils auraient pu avoir, la nuit officielle, là, c'était un petit peu. Elle préférait, elle est magnifique, mais alors elle préfère choisir la mort. Lui, il arrive, et bon, là, tu sais qu'il l'aime encore une fois, hein, parce qu'il aurait pu aller voir la socio, il va chez elle. Puis alors, c'est chouette les appartements et tout. Il y va après quand il est en dep et tout, c'est trop. Enfin, bref, c'est compliqué. Et donc, il va dans sa chambre. Probablement, il espère pouvoir être avec elle. Hein, conclure avec elle. Au moins faire la paix. Voilà, peut-être qu'il lui aurait donné des informations à ce moment-là, va savoir. Mais bon, elle lâchera pas l'affaire. Il entend le bruit du couteau alors qu'il s'approche d'elle. Et ça, c'est fait hyper subtilement et de manière, encore une fois, avec un sens de la litote. Hein. Et non, il s'en va. Il va se bourrer la gueule. Il va se bourrer la gueule et il finit chez Cécé, donc la première concubine qu'il a épousée les mêmes jours, hein, on rappelle. Mais pareil, c'est un crève-cœur quand il revient vers elle après avoir éliminé tous ses ennemis. Il lui dit « Ah, mais je t'aime, j'ai plus besoin de me cacher, etc., de cacher mes sentiments, j'ai plus besoin de faire semblant, on va être heureux. » Et là, elle le plante, parce qu'elle, entre-temps, elle s'est souvenue, et donc elle le plante. Ça donne lieu à une scène hyper intense aussi entre les deux. Leur relation, elle est intense, quoi. Il y a des moments choupinets, mais il y a des moments hyper intenses, surtout dans le dernier arc, quoi, qui sont super bien faits, hein. C'est jouissif, hein, mais... T'as une belle alchimie entre les personnages quand même, et c'est vrai que beaucoup de gens, hein, rêvent de les voir dans une autre histoire tous les deux parce que c'est vrai que leur couple fonctionne très très bien et voilà, il est prêt à mourir quand même 5 fois pour elle. La première nuit de noces en fait où elle dit faut que je te tue quoi quand il a tué son grand-père, elle dit faut que je te bute. Mais même avant ça, quand il va tuer le grand loup pour obtenir sa main. Ah oui, parce qu'on en a pas parlé de ça, t'as raison. L'analogie oui, du il est loup prêt aussi. déjà à mourir pour conquérir sa main déjà une première fois. Après quand elle lui dit je vais te tuer parce que t'as tué mon grand-père et qu'elle
au moins, il reconnaît, il est prêt à endosser toutes les fautes, en fait. Hein. Il dit, oui, effectivement, tue-moi, je peux pas faire autrement. Bon, elle le tue pas parce que y a quelqu'un qui intervient. Ensuite, il est prêt à sauter dans le vide. Quand elle décide de l'oublier, il va avec elle. Donc, il pourrait très bien mourir, hein, tous les deux. Donc, bon, voilà. Après, quand elle le poignarde dans la scène que tu viens de mentionner, c'est-à-dire quand il lui dit qu'ils peuvent enfin vivre heureux et qu'elle a retrouvé ses souvenirs, et donc, voilà, il accepte de mourir pour elle. Quand elle se jette dans le vide, il va se jeter dans le vide s'il n'était pas retenu par son général. Oui, c'est là que tous ses souvenirs lui reviennent, d'ailleurs, Pépère. Il crache du sang parce que si à un moment donné, dans un drama chinois, tu craches pas du sang. Pour tout et n'importe quoi, tu craches du sang. Bien cracher du sang. C'était... Ah là là, c'est des trucs qui servent à tout, quoi. Alors que je précise quand même que dans la vraie vie, cracher du sang, c'est lié à des trucs très spécifiques. Hein. C'est pas pour. Mais ça, c'est parce que t'as jamais vraiment souffert, tu vois. Parce que dans un drama chinois, quand on souffre, on crache le sang. Ah bah excuse-moi, je suis pas la dame aux camélias. Non. Tant mieux pour moi. Tu m'étonnes. Et puis finalement, l'ultime scène dont on n'a pas encore parlé parce qu'on va se la garder pour la fin, il est prêt à mourir aussi. Il lui dit jamais je ne pourrais vivre seule sans toi. Mais elle va lui arracher un serment inviolable qui fait qu'il va pas mourir tout de suite. Donc en fait, il pourrait mourir 5 fois, pour sûr 6 fois pour elle. Par contre, il y a un moment, elle lui donne une chance quand même. C'est-à-dire dans la scène où elle lui dit qu'elle l'aime, juste avant de se barrer, et qu'elle l'embrasse et qu'il est heureux en plus à ce moment-là, le pauvre garçon. Et donc, elle lui dit, est-ce que tu pourrais renoncer au pouvoir et partir avec moi? S'il avait dit oui, en avant Guingamp, bien qu'il y ait eu la scène de viol, bien qu'il ait tué son grand-père, bien qu'il ait tué tout le monde, etc. Elle, encore une fois, elle aussi, elle l'a aimé jusqu'au bout. Par contre, comme ils n'ont pas peur de montrer que oui, une relation toxique, c'est toxique, bien qu'elle l'aime jusqu'au bout, elle va pas accepter qu'on la traite comme une merde non plus, tu vois. Donc elle reste pas. De personne, hein. Non. Elle reste pas, donc... Elle règle ses comptes avec tout le monde, hein. Même Adou, elle lui garde un chien de sa chienne, même si elle reste amie et qu'elles s'enfuient toutes les deux, mais d'avoir joué d'avoir participé à la mascarade, non, c'est pas une carpette. C'est un personnage gentil, mais pas une carpette. Ils ont fait ça très très bien. Et c'est pas si facile à faire. Non, mais quand on nous dit, tu vois, qu'une relation toxique, on peut pas la shipper, bah, tu vois, ils savent très bien le faire, les Chinois, te montrer que ce que c'est qu'une relation toxique, t'en faire profiter jusqu'au bout, mais te dire que ouais, c'est toxique et que ça peut pas marcher. Pas comme dans Kingswoman, où à un moment donné, on croit que le mec, il va se racheter, puis finalement, on se rend compte qu'il lui a jamais fait confiance, qu'il est une ordure. Quand l'héroïne s'en rend compte, bah, c'est no way. Non, c'est pas possible. Elle dit stop. Donc c'est pas des victimes, c'est pas des agnelles sans défense, hein, bien au contraire. Hein. Elles, malgré tous les mensonges, malgré toutes les manipulations, etc., tant qu'elles peuvent, elles reprennent le pouvoir, leur pouvoir de décision en particulier, et elles mettent des limites, quoi. Bah, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de manœuvres. Et ça, c'est très sain. Parce que c'est vrai que s'échapper, elle le fait plusieurs fois. Elle a plein de tentatives d'évasion. Ça ne marche pas. Et même tout à la fin, où elle pourrait se barrer avec Adou dans la nature et vivre de nouvelles aventures, peuvent pas partir parce qu'elles savent que si elles s'en vont, il va y avoir la guerre. Et que tu as parlé de la belle-mère et la tante du début qui avaient accepté le mariage politique pour justement éviter la guerre. Et bah ouais, elle va assumer finalement, elle va qu'est-ce qu'elle a comme marge de manœuvre et qu'est-ce qu'elle peut faire? La seule fois où finalement elle choisit quelque chose, et elle choisit sa mort. C'est ça. Mais elle transforme cet événement... En fait, elle négocie un accord de paix durable avec que des mots d'amour et de justice et de... Elle va à l'encontre de l'ambiance guerrière de tous les autres, quoi. Et elle est entre les deux armées. Elle dit à son frère, tu vas arrêter tes conneries. Elle dit à son ex, tu vas arrêter tes conneries. Puis tu me dois encore 2 promesses sur les 3. Donc tu vas me promettre ça, tu vas me promettre ça. Et c'est comme ça qu'elle arrive finalement à instaurer une paix durable entre le royaume son royaume à elle et l'empire de Li, quoi. Donc c'est super beau. Le pouvoir de l'amour. C'est ça, le pouvoir de l'amour. Mais c'est un vrai parcours d'héroïne. Encore une fois. Et puis le parcours de Rose, tu peux repartir sur sauver ce qu'on aime plutôt que détruire ce qu'on déteste, parce que la question de la haine et de l'amour est quand même mentionnée plusieurs fois, et plusieurs fois elle peut le tuer, on l'a dit. Elle le tue pas. Finalement, oui, elle part sur des mots d'amour à la fin. Elle est dans les bras de l'homme qu'elle aime et qu'il a aimé, et ils s'aimeront, ils n'auront finalement que cette histoire d'amour tous les deux, puisqu'il lui sera fidèle au-delà de la mort, jusqu'au bout. Ça, c'est très très beau. Magnifique. Alors, la fin d'évolution de Chanel, j'ai trouvé ça hyper chouette, cette espèce
espèce d'épilogue. J'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est pour ça que je te dis que c'est pas un méchant pour moi. Parce que à cause de cette fin, pour moi, c'est pas un méchant. Il a un chemin de rédemption. Littéralement, parce que tu le vois cheminer à la fin en plus. Oui, tu le vois partir dans le désert. Tu vois qu'il a pété les plombs. Mais ça a été un bon empereur. Il abdique pour un de ses neveux. Il lui donne un pays pacifié avec des frontières stables, avec un commerce florissant. Il en a jamais épousé une autre. Bon, il a sa cessée, mais qui était devenue folle de toute façon, donc voilà, on s'en fout. Enfin, il a été vache avec elle quand même, si c'est une bitch. Bon, bref. Et les derniers mois de sa vie, enfin son dernier souffle, c'est pour partir à la recherche de Xiao Feng, dont il refuse la mort. Il croit que c'est une blague qu'elle lui fait parce qu'elle était tellement facétieuse que elle peut pas être morte toutes ces décennies avant, en fait. C'est une blague, elle se cache quelque part dans les steppes ou dans le désert. Et t'as le général Pei qui est là, qui le regarde, il dit « Oh putain, on l'a perdu. Ouais, fais ton truc, l'empereur, c'est bon, quoi. » Enfin, l'ex-empereur. Et ils doivent mourir certainement de soif, d'épuisement dans le désert. Il part à sa recherche, elle est restée jeune et belle pour toujours dans son souvenir, quoi. Et à la fin, on a la comptine qui boucle la boucle. Ils se sont rencontrés dans le désert et elle est pas morte dans le désert, elle est morte sur ce qui serait devenu un champ de bataille, mais lui, il meurt dans le désert. Par contre, honnêtement, la façon dont elle se tue, c'est typiquement chinois, ça, parce qu'on l'avait déjà vu avec Madame Min dans Kingswoman, le fait de s'égorger soi-même. Oui. C'est pas une méthode de suicide qu'on voit souvent dans les médias occidentaux. Moi, j'avais jamais vu ça. Ouais, c'est la méthode avec le sabre, voilà. Puis alors, c'est joli parce que t'as la projection de sang. C'était bien et alors, tourné. C'est stylisé parce beau, que t'as des oiseaux qui s'envolent à ce moment-là et qui font comme la projection de sang à ce moment-là, qui font le miroir de ça, un peu comme si son âme s'envolait. Alors, elle meurt pas tout de suite, puisque elle meurt dans les bras de l'homme qu'elle aime, encore une fois, et qui... il a eu du mal à s'en remettre, hein, l'acteur. Tu vois, après, il est en larmes dans le désert. Tu vois, il a vraiment tout donné sur le truc, hein. Bon, et toi t'es là, t'es en PTSD devant ton écran à ce moment-là. Soyons honnêtes, hein. Il y a plein de moments où t'es en PTSD, hein. Ça j'avoue. Déjà quand effectivement la première nuit de noces sanglante là où t'es là, oh mon Dieu, ouais c'est dur, hein. C'est dur, mais comme on a dit, c'est qu'est-ce que tu prends ton pied à déguster quand même. C'est ça fait mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Tu l'as tellement bien résumé, quoi. C'est tellement bon. Et c'est elle qui finalement finit dans un vêtement blanc imbibé de sang. Comme lui au début, ouais. Comme quand elle l'a trouvé au début. Dans le désert. Ouais. Et puis en plus, oui, à ce moment-là, elle a complètement repris la main, c'est-à-dire alors, non seulement elle a choisi sa mort, elle a choisi que sa mort serve à quelque chose, et puis surtout de ne pas retomber comme l'enjeu ou l'outil ou l'objet de la projection de ce qu'ils veulent eux, c'est-à-dire que ce soit son frère, comme tu as dit, ou son mari, parce que finalement ça restera son mari jusqu'au bout. Enfin, elle leur échappe. Ça m'étonne pas qu'ils pensent qu'elle est toujours vivante, libre et autonome. C'est l'esprit de la vie et l'esprit de la joie, hein, cette jeune fille, très clairement. Hein. Ah, c'était un rayon de soleil, hein, l'héroïne. Surtout pour lui. Elle a lui. des moments très très durs, mais son tempérament de base, même si au début elle est un peu capricieuse parce qu'elle a été gâtée, c'est quelqu'un qui est extrêmement joyeux, qui est extrêmement facétieux. Elle aime bien sortir du palais en catimine. D'ailleurs, c'est une vraie passoire, ce palais impérial, là, pour aller picoler avec Adou. Elle juge pas les gens uniquement en fonction de leur classe sociale, puisque elle sympathise avec des prostituées, avec une tenancière de taverne, avec voilà, elle s'arrête pas à ce genre de considération, et c'est une de ses grandes forces, et je pense que c'est une des choses qu'il aime le plus chez elle aussi. Bah surtout lui qui vit dans un monde qui est foncièrement un monde d'illusions, de mensonges, de masques, de faux semblants, de froideur, d'obscurité, hein, qui a été privé d'affection. Exactement. Et elle est sans phare, donc c'est d'autant plus précieux pour lui cette qualité. Il veut pas la changer, même pour sa survie à elle. Il se dit c'est à moi de faire en sorte qu'elle ait pas à changer et qu'elle survive malgré tout ce qui se trame dans le palais. Il s'y prend comme un manche, mais honnêtement je vois pas comment il aurait pu s'y prendre autrement. C'est terrible parce que dans le même temps où il dit j'espère qu'elle changera jamais, et où tu vois qu'il a plaisir à leurs escarmouches, à tout ce qu'ils prennent le choucroute quand même beaucoup, et souvent de manière joyeuse. Il y a des moments c'est dur, mais il y a des moments c'est très joyeux la manière dont ils choucroutent avec t'as ceux qui est au milieu qui captent pas ce qui se passe. À un moment ils se battent pour une bouteille de pinard, et ils s'en mettent plein la gueule parce qu'elle se laisse pas faire, hein,
Elle se laisse pas jusqu'au bout. Elle est combative, hein, si tu veux, encore une fois. Et il a plaisir à ça. Et puis, dans le même temps, tu te dis, lui aussi est d'une grande naïveté vis-à-vis d'elle. C'est peut-être la seule personne pour laquelle il est encore... qui a vu son cœur et qui a vu son côté innocent. C'est la seule personne qui lui permet d'être ça. Parce qu'il a cette naïveté étonnante de croire jusqu'au bout qu'après tout ce qu'il lui a fait manger, parce que là, on est obligé de le dire à quel point c'est dur. Il lui fait quand même crasse sur crasse sur crasse sur crasse, en lui expliquant jamais ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et des fois, comme tu l'as dit, le spectateur... non, parce qu'elle vendrait la mèche tout de suite. Je suis pas sûre. Je pense que justement, les gens lui ont pas fait assez confiance. Bon, elle est très jeune, mais je suis sûre qu'elle est loin d'être con, en fait. Et donc, si lui en avait parlé, elle aurait sûrement mûri. Enfin, ils auraient pu être complices, et elle a été plus d'une fois une bonne complice avec lui. Vous faisait des enquêtes, tu sais, sur le trafic de pognon, là. À un moment, il y avait une arnaque. Ah oui. Elle est loin d'être idiote. De justice, d'ailleurs. Et il aurait pu en faire une bonne alliée pour lui. Moi, je suis sûre qu'elle aurait joué le jeu. Donc, en fait, c'est parce qu'il lui a pas fait confiance de ça. Il a pas fait confiance dans son intelligence et sa capacité à grandir. Et c'est une connerie. Parce qu'il lui aurait dit, elle l'aurait aidé, ça se serait mieux passé. Mais bon. Mais c'est un accro au contrôle. Hein. Ouais, sûrement. C'est un accro au contrôle. Il voulait pas perdre le contrôle. Mais donc, du coup, il peut croire qu'après tout ce qu'il lui a fait bouffer, après, ça va être joie, bonheur, et elle va lui pardonner, etc. Bon, évidemment, il a oublié qu'ils avaient déjà eu ça une première fois et que qu'elle était déjà pas prête à pardonner. Donc, en plus, ça remet une couche, si tu veux. C'était un peu revenu sur la deuxième couche. Et voilà, il est quand même naïf de croire que... Et c'est vrai que plusieurs fois, quand il est là, comme tu l'as dit, quand il arrive en lui disant « Mais ça y est, on va être heureux, c'est fini, j'ai plus à jouer un rôle, je peux t'aimer comme je veux, et nous allons vivre dans le bonheur. » T'es con. Et rebelote quand elle lui dit enfin non mais c'est toi, j'ai jamais aimé que toi en fait dans mon cœur. Et elle est là, c'est vrai, mais tu me fais tellement de joie, tellement de bonheur. Et puis entre temps elle l'embrasse et puis elle s'était empoisonné les lèvres avec un somnifère et puis elle se barre derrière. J'ai trouvé ça fort, j'ai trouvé ça bien, et Christine aussi, enfin ma moitié elle a trouvé ça bien aussi, c'est que elle reprend le contrôle, le coup de l'empoisonner avec ses lèvres. Mais elle le tue pas. Ça c'était bon. Elle le tue non, pas. elle le tue pas, c'est juste pour l'endormir pour pouvoir s'échapper. Mais au moins elle lui a dit, elle part pas sans lui dire. Bon après malheureusement elle lui dit pas c'est toi Goose Yahoo et il faut qu'il le découvre au moment où elle se jette du haut du truc. Pourquoi elle lui a pas dit, va savoir. Mais bon ouais, c'est un vrai crève-cœur. C'est vrai que tu te retrouves à invectiver quand même fréquemment ton écran en disant mais t'arrêtes tes conneries d'un côté comme de l'autre. T'es là mais Chanel mais arrête ça tout de suite. Ou alors quand c'est les bitches, la salope la saloperie, enfoiré Chifou. Pourquoi t'as dit ça? Chifou c'est pareil. Le Chifou non. Je l'ai shippé deux épisodes après, je pouvais plus me lancer. Mais il se part en plus lui d'une autorité morale dont l'autre ne se part pas. Parce qu'il sait qu'il fait des trucs de pute. Mais le Chifou, lui, il est persuadé qu'il fait les choses bien et que c'est le vrai chevalier blanc et qu'il va la protéger. Mais enculé quoi, jusqu'au bout. Lui, vraiment, je le déteste. Il lui a sauvé la vie plusieurs fois, oui, certes, merci Chifou, mais alors t'as tellement foutu la merde par ailleurs, la manipuler, lui mentir, parce qu'il te reste que 6 mois à vivre et machin, et tu veux connaître ce bonheur, mais t'es une ordure finie. Et tout le monde lui disait, mais arrête tes conneries, lâche l'affaire, arrête. Même elle lui a dit. Même elle lui a dit, il a pas voulu lâcher l'affaire. Alors c'est vrai que la mort du Chifou, par contre, cette scène, elle est... Parce qu'à chaque fois, Christine et moi, on était là, mais Adou. Mais il y a Adou derrière. Mais personne ne pense à Adou. Que le Chifou crève, nous, on s'en foutait. Mais le problème, c'est qu'il y avait la choupinette qui se prenait des flèches aussi, tu vois. On était en mode, mais ça va pas. Et toutes les émotions qui passent sur le visage de Chanel à ce moment-là, c'est du caviar. Hein. Ah ouais, c'est un grand moment vilaine crush. Ça, c'est sûr que là, pour le coup, là, il est en full méchant à ce moment-là, dans cette scène-là. C'est sûr qu'elle est là en train de le supplier à genoux, mais arrête. Cette scène-là, elles ont dû être dures à jouer, ces scènes-là. C'est vrai qu'émotionnellement, les acteurs, ils sont à donf. Et elle le supplie et tout, et lui, il lâche rien. Et à ce moment-là, il est d'une vraie cruauté, mais en même temps, sans complètement justifier tous ces trucs. Mais c'est vrai qu'il avait pas, comme tu l'as dit, il avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Que ce soit la mort du clan, là, de Danchu. Bon, c'était ses ennemis, hein, c'est la guerre. Je suis désolée, mais il peut faire autrement. Il a négocié par contre la manière dont ça se passe parce qu'il a vraiment tué que les soldats. Il a laissé le choix de sa mort au roi. C'est lui qui a décidé de mourir de cette façon avec son épée à la main, voilà, parce que à la Valhalla, là, parce que voilà, il voulait mourir comme ça. Et il a négocié le fait que les habitants soient épargnés. Les civils, ouais, les femmes et les enfants. Quand même voir que c'était quand même pas ni tout noir ni tout blanc parce qu'on te montre bien que le clan de Danchu, non seulement ils ont tué des membres de la famille royale, mais ils ont pris des pauvres paysans et les ont réduits en esclavage. On les voit faire ça aussi. Donc si tu veux,
Ah oui, oui. Et puis elle sourcille pas, elle retrouve son oncle, ça va tonton, etc. Puis tu le vois traîner des esclaves pris sur le territoire de l'Empire de Lee. C'est costaud quand même, elle tilte pas, tu vois. Mais lui, il voit ça, Chanel. Donc forcément, ça renforce sa détermination à écraser cette menace. Et puis il a besoin de ça aussi pour devenir prince héritier, c'est dans son bagage aussi. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il essaie de prendre de vitesse son frère qui est devenu le nouveau prince héritier, là, celui qui a un boy love, qui est une ordure finie aussi, qui finit par se rébeller contre son père, et c'est de la haute trahison, donc il meurt, et c'est comme ça que Chanel devient prince héritier. Cette scène-là, entre les deux frères, elle est terrible aussi. Quand l'autre lui dit « mais la trahison, c'est tout ce que nous sommes dans cette famille ». Et la réaction de Chanel, au début, je me disais, elle est en état de choc, etc. Mais en y repensant, je me dis « mais lui, c'est un traître depuis le début, depuis qu'il est tout petit, il calcule ses coups, etc. » Donc il sait ça tellement bien, quoi. Mieux que celui qui est en train d'essayer de le mettre en garde. Sauf que ça, tu te rends compte qu'à la fin, il va falloir que je me le remate, ce drama. Parce que t'es obligé. Quand tu connais le personnage de Chanel, t'es obligé de te remater le drama. Et puis quand il tue le Shifu, il lui a fait une crasse aussi, parce qu'ils avaient convenu... il a quand même mis en danger en l'enlevant, là, juste au moment en plus où ils étaient en début de lune de miel, tu vois, où ils recommençaient à pouvoir être un peu heureux, amoureux tous les deux. Ils viennent juste de sortir d'un gros moment romantique feu d'artifice, il lui embarque sa gonzesse, quoi. Et en plus, ça foutait en l'air tout son projet auprès de l'empereur. Enfin, elle était vraiment en danger à ce moment-là, Xiao Fang. Donc il était vénère après le Shifu. Puis jaloux. Jaloux aussi. Mais il pouvait pas l'épargner, hein, très honnêtement. Alors après, il est pas allé avec le dos de la cuillère, hein, mais c'est clair. Par contre, c'est vrai qu'on a à côté de ça des scènes méga choupies où il essaye quand même de temps en temps de lui faire des cadeaux. Hein. Il y a des surprises comme ça qu'il essaye de lui faire pour elle. Comme quand il lui fait un costume et qu'il est là en train de palper ses mensurations. Elle sait pas ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Il faut faire un costume pour sa copine, enfin pour son autre femme. Il me fait chier. Enfin bon, et en fait, il lui fait le cadeau. Et alors, la scène que j'aime tellement, la scène du crabe. Alors ça, c'est dire que là, tu ne regarderas plus jamais un crabe de la même manière après cette scène qui est d'une choupitude absolue parce que il se retrouve elle a jamais vu un crabe de sa vie, tu penses, ça vient des grandes plaines, donc les crustacés c'est pas son truc, et donc on amène le crustacé, elle croit qu'elle est tombée dans le temple maudit qui vont bouffer des insectes et elle sait pas quoi en faire, et puis bon c'est une fine bouche, elle aime bien manger, donc il veut lui faire plaisir, mais comme il est censé faire son compte service, ce qu'il fait très bien, il est là en train de se foutre de sa gueule, il est en train de décortiquer son crabe avec la pince à épiler et tout, il fait ça super bien. Tu crois qu'il va donner à sa poufiasse à côté, qui est là, toute contente d'être la chouchoute de la maîtresse. Et non, à la dernière seconde, il fait « Ah ouais, non, mais toi, c'est pas bon pour ta santé. Je vais le donner à l'autre parce que c'est qu'une barbare qui connaît rien. » Et il se délègue de la voir tellement heureuse avec son crabe et tout. Et tu vois comment il est heureux d'avoir fait ça pour elle. Les micro-choses qu'il arrive à faire quand même et qui lui passent au-dessus de la tête, hein, évidemment, parce qu'elle voit que... Parce que c'est qui lui permet de garder la face. C'est son espèce de préceptrice au palais, là, c'est un personnage tellement génial qui devient sa copine, sa confidente, qui lui explique qu'elle aurait perdu la face et que grâce au prince, du coup, elle s'est pas ridiculisée devant la cour. Et puis moi, j'ai adoré, c'est qu'elle a tellement aimé le crabe qu'elle en a planqué un dans chaque manche en quittant le banquet impérial pour filer à Adou et à sa préceptrice. J'ai dit, mais si, goûtez, c'est trop bon et tout. Elle est facétieuse, ouais. Elle est facétieuse. Tu comprends qu'il l'aime, quoi. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces scènes qui sont répétées 2 fois. En plus, t'as aimé la première fois, tu vas le redéguster la deuxième, comme le fait qu'il voit ses pieds nus et lui explique, mais les pieds, dans la culture chinoise en plus, les pieds, dis donc, t'as montré ta cheville, tu peux les montrer qu'à l'homme que tu vas épouser. Donc elle lui a montré ses pieds, il va l'épouser. Et puis il y a une scène qui est répétée après où il est obligé de lui... elle s'est tordue la cheville, donc il déshabille son pied, scène d'un grand érotisme victorien où il est en train de lui faire un massage de cheville. Il y a plein de petites scènes comme ça qui sont chouettes. Un vrai bonheur. Ah ouais. Ce drama, c'était un vrai bonheur. Moi, je me suis fait plaisir du début à la fin, même si visuellement, ce que j'ai préféré, évidemment, c'est mes Dothraki, dans le premier arc, mais... Moi, je les aime à toutes les sauces. Et puis, tu vois, historiquement, même si c'est quand même pas une série historiquement correcte, tu vois, par exemple, donc dans l'Empire des Tang, la capitale, c'était Chang'an. Donc, on est à la capitale, et on voit que c'était une capitale extrêmement cosmopolite, puisque c'était l'époque de la route de la soie, où il y avait une ouverture aux étrangers, et c'est matérialisé
destinées dans cette série, parce que tu vois des Perses. À un moment, ils vont d'ailleurs chez la diseuse de bonne aventure, qui est clairement pas chinoise, et t'as des allusions aux autres cultures. Puis d'ailleurs, à un moment, ils sont déguisés, quand elles s'échappent, elles sont déguisées en coréen. Donc tu vois toutes ces... Ça, c'est génial. Tout ce côté-là de changement de culture. D'ailleurs, la diseuse de bonne aventure annonce, parce que c'est vrai que tu sais vraiment où tu vas dans la série, parce qu'elle annonce la mort du Shifu. Déjà, avec rien que le titre, plus le reste. Oui, dès le titre, Goodbye My Princess, c'est pas le happy end est à la fin de la série. C'est vrai que bon. Avant de conclure, je tiens quand même à mentionner, on n'est pas tout à fait d'accord avec Aurélie là-dessus, et toi, t'as pas voulu le voir, mais donc j'ai mentionné qu'il y avait un épisode spécial, enfin bonus. C'est pas vraiment un épisode, on va dire c'est des petites scènes en featuring ou en featurette qui ont été proposées sur internet. Alors je crois pas qu'elles aient été traduites en anglais malheureusement, donc débrouillez-vous avec les visuels, mais les visuels sont quand même suffisamment plaisants. Donc ils ont fait alors c'est pas un épilogue, parce qu'encore une fois l'histoire elle tient en elle-même, mais ils ont fait vraiment le bonus, qui est que, parce qu'à un moment justement, il est annoncé dans la série, quand ils vont voir un temple, ils se font dire leur aventure, et on leur dit qu'ils ont ensemble 3 vies à passer, 3 destinées, que possiblement ils peuvent manger cher, ces destinées. Donc on sait qu'ils ont mangé, ils ont mangé dans 2, parce que le prêtre leur dit, les rois de la litote, quoi. Faut pas forcer les choses, ne forcez rien, ça se fera. Bon, donc là, ça s'est un peu forcé, comme on a dit, tous. Donc du coup, ça s'est pas bien terminé, mais il en restait une en technique. Et donc beaucoup de gens se disaient, pourvu qu'ils aient une 3e vie où ça se passe mieux pour eux. Et donc dans le bonus, on les retrouve à l'époque moderne, heureux et mariés. D'ailleurs, là, pour le premier featuring, tu vois, elle se réveille après un cauchemar dans le lit à côté de lui, et elle est en larmes, et elle est là en train de lui raconter son rêve, et il est en train de la rassurer et tout. Et puis t'as d'autres scènes où ils sont en train de faire la cuisine, et puis tu vois qu'il y a une espèce d'espion, donc ça rappelle de Shifu qui les espionnait. Et puis il y a Adou aussi qui vient représenter le planning familial et qui leur explique comment faire des gamins, plus ou moins, on va dire. et donc ils sont heureux et amoureux comme ils auraient pu l'être s'ils étaient pas princes. Et tu les vois avoir une vie normale, et c'est bien plaisant à regarder. Pour certains, ça permet de mettre un peu du baume au cœur. C'est pas indispensable. Toi, tu préfères rester sur l'idée que c'était leur vie et... Ah ouais, moi, je veux pas de baume. Rien à foutre. Les plaies béantes, non. Ouais, le synthol, j'ai bien c'est aimé. bien qu'il l'ait fait pour ceux qui veulent, mais c'est bien que la série en elle-même se soit arrêtée de cette façon-là, et qu'on puisse en rester là si on le souhaite. Ce qui était notre choix, ma moitié et moi, on trouvait que ça fonctionnait tellement bien comme ça qu'il fallait pas qu'ils soient heureux ces deux-là, enfin c'était pas possible, et que voilà. Mais c'est bien qu'ils l'aient fait sous forme de featurette. Ouais, dans une autre vie, ils sont pas une vie toxique. Ça s'est bien passé pour eux. Parce qu'ils sont pas princes, et que la position de la femme a changé, enfin que tout a changé. Tout ça, exactement. Alors du coup, pour le prochain drama, on va aller partir sur du happy end. J'avais demandé à Claire d'alterner avec du happy end. Donc là, je suis en train de regarder Ashes of Love. Yes. Et c'est du caviar. Je suis complètement accro, je binge-watch, je pense que c'est le terme technique. Je crois qu'elle a décidé de me gâter en ce moment, Aurélie, parce qu'elle me permet de parler de toutes mes séries préférées, et je suis aux anges, parce que celle-là, waouh, c'est trop bien. Ah, c'est vraiment, c'est au top aussi. Enfin, là, j'ai vu un tiers de la série, et il me tarde de voir la suite et de pouvoir en discuter avec toi, et de vous le faire partager aussi dans le prochain épisode. Ouais, quand tu penses que t'as même pas encore vu la meilleure moitié, c'est ça qui est terrible. Eh ouais, je suis déjà complètement accro. Ah ouais, mais alors là, ouais, parce que là, Aurélie, elle est tombée dans ma série doudou, voilà, parce que celle-là, Goodbye My Princess, c'est pas une série doudou, encore une fois, c'est une série qui va vous marquer pour la vie, j'en suis convaincue, en tout cas, moi, elle va marquer la mienne, c'est sûr, de manière indélébile, mais c'est vrai qu'il faut être dans un certain état d'esprit mental pour aborder cette série, et ouais, faut accepter que tu vas, comme on vous l'a fait comprendre plus d'une fois, manger la mort, donc prendre cher, comme les personnages. Mais avec l'idée d'une série complètement satisfaisante. Oui, et Ashes of Love, bon, ils prennent cher aussi, mais c'est plus du 10 miles, si j'ai bien compris. Bon, déjà, il y a des dragons, des machins, des phénix, et poète, et des divinités, des immortels et tout ça. Et c'est un happy end que tu m'as garanti, je donc garantis. Voilà, plus sur du 10 miles. Je garantis la joie et le bonheur. Si je te dis que c'est ma série doudou, c'est que c'est une série doudou, quoi. Donc, c'est ma couverture polaire chocolat chaud. Tu risques rien avec Ashes of Love. Tu risques que du bonheur.
merde. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais y retourner. Alors, on vous dit. Et bah donc si vous nous regardez, je ne tiens plus. Et bah donc pareil pour nos abonnés et auditeurs. Donc si c'est pas déjà fait, vous filez sur Goodbye My Princess. Et si vous venez de voir Goodbye My Princess, filez penser vos plaies béantes sur Ashes of Love. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.